Ladies and gentlemen, please make some noise for... Yo. What's up? Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, c'est Mister Q, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ce nouvel entretien ciné, ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait, je crois que c'était il y a à peu près un mois et demi, où j'avais eu la chance d'avoir Arnold de la grande entrée pour parler du chef-d'œuvre de Alex Proyas, Dark City. Mais là, nous allons revenir un petit peu dans l'actualité avec un film qu'il faut, si vous aimez les films d'action, vous devez absolument voir. Mais alors, avant de commencer l'entretien ciné, j'ai deux petites choses à vous dire assez vite fait. Je tiens à préciser pour les gens qui sont un petit peu dans le grand est de la France comme moi, que ce soit Alsace, Lorraine et Champagne, se tiendra du 24 au 31 août l'événement Cinécool. L'événement Cinécool, qu'est-ce que c'est? Ça fait à peu près maintenant 25 ans que ça existe et c'est en gros pendant une semaine, donc tous les cinémas, en tout cas une grosse majorité des cinémas Alsace, Lorraine, Champagne, la place est à 5 €. Voilà, donc toutes les séances à 5 € pendant toute une semaine. Donc profitez-en pour voir un petit peu les films que vous avez peut-être que vous avez voulu voir, que vous avez un petit peu loupé et qui sont encore en salle. Donc là, ça vous permettra un petit peu de rattraper un petit peu toutes les gros films qui sont sortis en cet été. Et il y avait de quoi regarder, il y avait de quoi faire. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont dans le grand est de la France. Pour les autres, je suis désolé pour vous. Et deuxième chose, parce qu'en plus, il y a eu l'annonce qui est arrivée hier, je tiens à rappeler que du 20 au 29 septembre se tiendra le FEFS, le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Donc toujours le gros événement de la rentrée pour les amateurs de cinéma de genre comme moi. Et grosse annonce, comme vous le savez, puisque l'invité d'honneur cette année sera John McTiernan. Voilà, ça a été annoncé hier, le réalisateur de Predator, de Piège de cristal, d'une journée en enfer, du 13e guerrier. Bref, monsieur John McTiernan sera à Strasbourg pour la nouvelle édition du FEFS. C'est la grosse annonce. Donc clairement, ça va être mortel. Ça va juste être génial. Après, voilà, on a déjà eu des grands noms. Hein. George Romero, William Friedkin, Joe Dante, Robert Rodriguez, Terry Gilliam l'année dernière. Et donc cette année, John McTiernan, ça va être une super édition. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir à Strasbourg pour cette nouvelle édition. Maintenant que ça c'est dit, on va entrer dans le vif du sujet. Comme je vous dis, je parlais de cinéma d'action. Et clairement, on va parler sûrement du film que je considère comme le meilleur film d'action de l'année. On est encore au mois d'août, l'année n'est pas finie, mais c'est une putain de classe. Je veux bien sûr parler du film City of Darkness de Tsui Cheng, un petit peu l'été Tsui Cheng, mais on va y venir. Et pour m'aider un petit peu dans cette analyse, je retrouve un bon vieux pote, toujours prompt, toujours content de parler de cinéma asiatique, pardon, et surtout quand ça parle de baston, je veux bien sûr parler de Max Pereira et je vous l'envoie tout de suite. Bonjour Max. Bonsoir à tous, salut Mister Cult, et ouais, très heureux de parler de cet événement qui pour moi est vraiment le film de l'année même, très facilement. Donc ravi d'être là et puis ravi de partager ça avec vous. Écoute, parfait, tout le plaisir est pour moi. Déjà, je me suis dit, on avait déjà parlé de Tsui Cheng l'année dernière, puisqu'on avait fait un entretien ciné sur Limbo, que je vous renvoie dessus si vous ne l'avez pas encore vu, qui déjà l'année dernière, Limbo était mon film préféré de l'année. Je pense que peut-être Tsui Cheng va faire le combo pour Mister Cult. L'année n'est pas finie, bien sûr, il y a encore plein de films qui sont sortis, mais clairement,
Voilà, si clairement l'année s'arrêtait là et que je devais faire le top, je pense qu'il serait bien placé. Donc, mais on va développer un petit peu tout ça. Et pourquoi je disais l'été de Soi Cheng. Alors, je pense que je vais te laisser peut-être refaire une présentation brève de qui est Soi Cheng pour les gens qui justement n'ont pas vu notre entretien ciné sur Limbo. Et voilà, parce que c'est quand même quelqu'un, même si son nom commence un petit peu à ressortir ces dernières années, c'est quand même un mec qui a une carrière en tant que réalisateur depuis presque plus de 20 ans maintenant. Il a quand même enchaîné bon nombre de films. Et pourquoi je disais l'été de Soi Cheng, parce que outre Limbo l'année dernière, cette année, on a eu, il y a quelques semaines, hein, même pas un peu moins, il y a à peu près un peu moins d'un mois, Mad Fate, qui était aussi une grosse claque que j'avais loupé en salle, mais que j'avais vu l'année dernière au FEFS, l'édition précédente du FEFS, où il était en compétition. Je crois qu'il avait gagné un prix d'ailleurs. Donc, grosse claque. J'espère, comme je vous ai dit, ça fait un mois. Peut-être qu'il y a encore quelques salles, plutôt d'arrêt d'essai, qui peuvent le diffuser. Donc, si vous avez la chance, comme je disais, en tout cas, peut-être pour les gens comme moi, pour le Ciné Cool dans le Grand Est, qui veulent le rattraper, n'hésitez pas. Et en plus, vous pouvez vous faire votre combo avec City of Darkness, le film dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà, j'ai blablaté. J'espère pour les gens qui nous écoutent que j'ai vendu du rêve. Mais voilà, en tout cas, surtout pour les fans de cinéma d'action, Mad Fate, on va y venir assez rapidement. C'est pas un film d'action, mais c'est tout aussi génial. Vraiment, on vous le conseille. Mais là, pour les amateurs de baston, dont moi et Max faisons partie, quel kiff! Quel kiff ce film. Donc, Max, j'ai juste te redonner un petit peu vite fait la parole pour une présentation brève de Soi Cheng pour les gens qui ne connaissent pas le réalisateur ou qui l'ont juste découvert à partir de Limbo l'année dernière et qui peut-être auraient envie de découvrir ce qu'il a sorti précédemment. Bien sûr. Alors, Soi Cheng, c'est plutôt un réalisateur, on va dire, post 97, quoi. C'est un réalisateur d'après la rétrocession, même s'il était assistant dans les années 90 déjà, assistant réalisateur, mais il a fait ses premiers films. Son premier film date de 99, je crois. Et puis, c'est surtout un réalisateur. Diamond Hill. Ouais, voilà, 2000. Et puis, il y a eu Big and Monster aussi après, qui est un film d'horreur. Et il est surtout connu en France pour le film Dog Beat Dog qui était sorti chez Asian Star avec Coq de combat, où il mettait vraiment son style là, c'est-à-dire un style assez brut, assez crade, mettant souvent en avant des personnages héroïques mais plutôt marginaux. Voilà, un cinéma assez crade qui du coup détonnait un petit peu avec le tout venant de l'époque, puisque dans les années 2000, le polar commençait à s'aseptiser un petit peu, notamment avec les Infernal Affairs, avec des scénarios beaucoup plus travaillés, des plus belles musiques, des grands acteurs, des standards un peu plus techniques, plus alignés sur la globalisation du cinéma en général, alors que le cinéma de Hong Kong a ce côté un peu crade au départ. Dog by Dog, c'était un petit truc avec des combats clandestins, si je dis pas de bêtises. Enfin, oui, c'est un peu de Danny the Dog, un petit peu dans le même style, un peu. Ouais, c'est un peu ça, et avec une histoire c'est aussi un polar, il y a une histoire de policier aussi. C'est un très bon film, mais c'est assez dark. Il y a aussi un film qui s'appelle Love Battlefield, que je cite rarement, mais qui est très 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 bon, qui est sorti aussi chez nous en France, je crois, dans une toute petite édition très très modeste et qui est passée vraiment rapidement. Love Battlefield, un super polar aussi, avec Ison Chan, qui est un très 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 bon film. Et puis donc il a fait plein de petits films comme ça dans les années 2000 très intéressants. Et dans les années 2010, il a alterné film à Hong Kong et film en Chine continentale, comme beaucoup de réalisateurs hongkongais de l'époque qui ont un peu fait un entre-deux ou qui parfois sont définitivement partis là-bas, comme Jackie Chan, Tsui Hark ou Stephen Chow. Et ça leur réussit plutôt bien parce qu'ils font des succès. Alors c'est un peu plus mitigé pour Jackie Chan qui est un peu en dents de scie. Il fait parfois des succès, parfois des échecs, mais il arrive à se maintenir. Il fait quand même 2-3 films par an. Et voilà. Et puis Tsui Hark, ça marche du tonnerre de Dieu. Stephen Chow, pareillement, même s'il a un débit beaucoup plus... Il fait très peu de films. Stephen Chow, il a fait que 3 films dans les années 2010, mais qui sont des très bons films. Puis après, on peut citer tout ce qui est les Daniel Lee, Andrew Lo, le réalisateur d'Infernal Affair, qui est totalement en Chine aussi aujourd'hui, qui font plutôt du gros blockbuster patriotique chinois, et qui ont l'air de se plaire là-dedans, et voilà. Et puis d'autres qui font aussi dans le DTV chinois, voilà, pas uniquement dans le cinéma, dans le DTV aussi. Le public chinois est friand des œuvres un petit peu de tout ce qui touche au patriotisme. Ah oui, bah complètement, hein. C'est un pays totalement
Oui, traditionnaliste, patriotique, c'est quelque chose qui marche beaucoup là-bas, même si en fait ils en ont tellement que ça finit ça finit un peu par écœurer un certain public à un moment. Il faudrait il y a pas forcément la diversité qu'il y avait à Hong Kong à l'époque. Hein. C'est plutôt. Mais oui, les gros films, les gros blockbusters. En fait, ce qui marche surtout encore en Chine, c'est surtout le wuxiapian. Toujours, hein, le wuxiapian, c'est quelque chose qui marche énormément. Et d'ailleurs, Tsui Chang va réaliser une trilogie de wuxiapian fantastique avec la saga du roi singe. Il va réaliser les 3 rois. Enfin, il y a eu de nombreuses adaptations dans les années 2010. Il en fera 3. Le premier film sera avec Donnie Yen dans le rôle du roi singe et les 2 autres seront avec Aaron Kwok, qu'on va retrouver un moment dans City of Darkness, qui a un petit rôle aussi, le personnage de Jim, le rôle du. Oui. Voilà. On va pas tout spoiler, j'ai failli spoiler, faut pas que je spoil ça. Mais voilà, en gros, il alternait donc film à Hong Kong, film en Chine continentale, et notamment il a tourné 2 films qui préparent un peu le terrain pour City of Darkness, on va dire le mélange polar, son style un peu cradingue, arts martiaux en mélangeant un peu tout. Il y a un film qu'il a réalisé qui s'appelle SPL2, qui n'est pas la suite proprement parlée de SPL, comme souvent à Hong Kong, qui sont plus des réincarnations de personnages et un peu sur le même thème, et qui est un film génial où Wu Jing, donc le grand héros patriotique chinois qui fait tous les films patriotiques aujourd'hui, en tête d'affiche avec Tony Jaa, qui était un peu en fin de course, et ils l'ont mis dans le film. C'est un film qui se déroule en Thaïlande, et le méchant, c'est Mak Zhang. Mak Zhang, je vais en reparler aussi pour City of Darkness, parce qu'il a failli être là et malheureusement il n'est pas allé, qui est un grand artiste martial que vous avez découvert dans Master Z, le spin-off de la série Ip Man, qui est un super artiste martial. Et donc avec Mak Zhang, XPL2, super film, chorégraphié par les mecs de chez Jackie Chan, Ken Lo et Nicky Lee, superbe film et très esthétique, où on voit vraiment que Tsui Chang est un grand réalisateur d'un point de vue visuel, esthétique. C'est vraiment quelqu'un qui est un des derniers grands réalisateurs, même tout court, hein, sans parler de Hong Kong, du cinéma chinois, mais même de cinéma tout court. C'est un très grand réalisateur. Hein. Limbo en est la preuve la plus flagrante. Mais tu préfères le premier ou le deuxième SPL? Parce que le premier, il y avait aussi Donnie Yen et Sammo Hung quand même. Hein. Disons que le premier, je le préfère d'un point de vue martial, parce que Sammo et Donnie Yen, pour moi, je le préfère au duo Tony Jaa Wu Jing. Et en plus, Sammo et Donnie Yen ont un peu surtout Donnie Yen, mais Sammo a aussi donné la patte pour les chorégraphies. D'ailleurs, ils sont un peu embrouillés pendant le tournage et tout, mais on sent plus le côté un peu bourrin, même s'il y a très peu de combats en fait dans le premier de SPL, c'est plutôt du polar. Mais je trouve quand même SPL2 largement mieux réalisé que SPL1, puisque finalement Wilson Yip, qui est le réalisateur donc des Ip Man, est un réalisateur assez classique, assez commun. Je vois pas de fulgurance esthétique incroyable, alors que chez Tsui Chang, justement dans l'SPL2, là on retrouve vraiment une patte de réalisateur, une patte visuelle, vraiment quelque chose de très organique, quoi. On retrouve un truc très épais, beaucoup plus épais au niveau de la mise en scène que les 2 SPL, là, le 1 puis le Paradoxe, qui ont été réalisés par Wilson Yip, qui sont un peu plus classiques. Tu veux dire que Wilson Yip, par son côté classique, la réussite des Ip Man, c'est plus dû à Donnie Yen? Est-ce que Donnie Yen a plus fait que Wilson Yip sur les tournages? Oui, je pense que Wilson Yip est un bien meilleur. D'ailleurs, c'est lui qui produit City of Darkness aussi, c'est Wilson Yip. Et c'est un bien meilleur, un peu commande rouleau, je trouve. Il y a ce côté un peu, c'est pas des réalisateurs révolutionnaires, je trouve, moi, en fait. Il a fait un très bon Bullet Over Summer, qui était un très bon polar dans les années fin 90, début 2000, je sais plus, qui était très bon, mais hormis ça, voilà, il a fait des œuvres un peu calibrées, mais des très bons films. Mais des trucs, je sens pas la patte d'un réalisateur spécifique. Ce qui fait le succès d'un Ip Man, d'un SPL, ça va être Donnie Yen, la musique de Kenji Kawai, il y a plein de choses comme ça, et le fait de remettre le film de kung-fu en costume comme ça, un budget très grand, c'est ça qui donne aussi la patte. Et donc, pour revenir, je reviens sur Tsui Chang, il y a un autre film polar kung-fu qui prépare City of Darkness aussi, qui s'appelle The Brink, pour moi, qui est un chef-d'œuvre. C'est le meilleur film de baston moderne des années 2010. Il n'est pas du tout sorti chez nous, il est très difficile à trouver. 2017, avec Mak Zhang, donc le héros de Master Z en héros, et qui mélange justement ce côté polar, kung-fu, dans la grande tradition des films comme Tiger Cage, Le Sens du Devoir et tout ça. Et donc là, c'est un film assez crade et tout. Alors, c'est pas réalisé par Tsui Chang, c'est produit par Tsui Chang, mais c'est réalisé par Jonathan Lee, qui devait d'ailleurs co-réaliser City of Darkness. Ils devaient le faire ensemble au départ, là, celui qu'on connaît. Finalement, c'est que Tsui Chang qui réalise. Mais en tout cas, il y a la patte indéniable d'un Tsui Chang dans The Brink, et ça m'étonnerait même pas qu'il ait réalisé quelques trucs dedans, un peu. Voilà, c'est parce qu'il y a vraiment un truc. The Brink, c'est un très. Vraiment, je vous conseille la trilogie martiale SPL2, The Brink, City of Darkness, pour vraiment la trilogie martiale de Tsui Chang.
Et pour la trilogie Soul Chain, je vous conseille Limbo, Mad Fate et City of Darkness pour l'espèce de trilogie du chaos comme ça. Mais voilà, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un réalisateur qui a qui a réalisé plein de genres différents, autant des gros blockbusters que des petits films un peu plus intimistes ou un peu des petits polars, des petits drames, etc. Même avant Limbo, j'ai vu qu'il a fait un film qui s'appelle Maraudeur. Je sais pas ce que ça vaut, ce film. C'est peut-être un autre titre parce que moi, avant, il avait fait aussi Motorway aussi pour Johnny To. Ouais. Celui-là, il est sorti en 2018. Il a fait entre Le Roi Singe 3 et Limbo, en fait. Ouais, mais ça, c'est sorti chez nous en tout cas. Mais j'en ai pas un très grand souvenir parce que c'est des œuvres un peu calibrées, je crois, dans mon souvenir. Mais en tout cas, il a su, par son expérience, de faire des gros blockbusters et de faire des films plus petits. Il a réussi à trouver un bel équilibre, je trouve, dans City of Darkness, justement. Il y a vraiment un côté blockbuster, gros film d'action, gros film d'arts martiaux, et en même temps, côté petit film intimiste, petit polar, petit drame social, comme ils ne font quasiment plus que ça pour le marché réduit hongkongais, parce que les Hongkongais font aussi des gros films blockbusters d'action, mais plus à destination du marché chinois. Qui sont souvent coproduits avec la Chine continentale, et de même que Limbo l'était, mais Limbo c'est un peu encore différent parce qu'on est plus même dans le film intimiste et tout, alors que dans City of Darkness on est vraiment dans un truc, c'est que c'est coproduit par la Chine, c'est sorti en Chine, il y a des arts martiaux dedans, il y a quelque chose de très culturellement chinois qui est intégré à l'intérieur, mais dans quelque chose de très Hong Kong, une touche très hongkongaise dans ces petits films qui sortent, parce que maintenant Hong Kong, pour le simple marché hongkongais, ils font pratiquement plus que des petits films d'auteur, des petits films intimistes, des drames sociaux, des trucs comme ça, ou des petites comédies ou des petits drames comme ça, mais ils font plus trop de gros films d'arts martiaux. C'est aussi ça un peu l'attrait de ce nouveau film, c'est que le cinéma d'arts martiaux revient à l'intérieur du cinéma de Hong Kong, pour Hong Kong, et tourné à Hong Kong. Donc ça, c'est un truc un peu nouveau qu'on n'avait pas vu depuis justement cette période SPL, les années 2000 en fait, et même les années 2010, ça va plutôt être Ip Man, les films plutôt tournés en Chine avec des costumes, ils vont plus tellement tourner en Hong Kong, ça va plutôt être ça, même si ça reste des films hongkongais coproduits avec la Chine, mais ça reste quand même globalement des produits qui font très chinois, parce que c'est des films en costume, etc. Là, c'est vraiment le grand retour du cinéma d'arts martiaux pur, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans du film avec des flingues, des machins comme ils font souvent, c'est du film d'arts martiaux, mais au cœur d'une histoire qui est vraiment dans ce que fait Hong Kong aujourd'hui, des petits drames et des intrigues plus resserrées, plus intimes. C'est vrai que ces derniers temps, je crois que tu en avais déjà parlé, quand on avait parlé d'un truc spécial année, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il parle plus quand il parle de divertissement, il parle un petit peu dans la science-fiction avec des trucs dans l'espace, ou à un moment, j'avais chroniqué un film qui était sorti sur Netflix où ils affrontaient une race extraterrestre. J'ai l'impression qu'il parle plus dans le cinéma de genre pur. Alors ça, c'est Warrior of Future, mais c'est une anomalie un peu dans le cinéma de Hong Kong, parce que c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes de production, et ils n'ont pas du tout l'habitude de faire de la science-fiction à Hong Kong, c'est pas du tout un truc. En plus, on l'avait vendu comme le film hongkongais le plus cher de l'histoire en plus. Oui, mais c'est ça, je crois que c'est un des films les plus chers, ou peut-être même le plus cher. Il a eu un succès plutôt correct à Hong Kong, il a bien marché, je crois, hein, Warrior of Future, mais ça reste un film très calibré, assez aseptisé, mais sympa. Moi, j'avais plutôt bien aimé, j'en avais parlé sur d'autres chaînes, c'était plutôt sympa, mais pas à la hauteur de ce qu'on espérait. On espérait vraiment un truc. Moi, j'ai largement préféré Wandering Earth, qui est un cinéma purement chinois, le premier en tout cas, qui est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Alors que Warrior of Future, c'est un film qu'on attendait comme le Messie, mais peut-être un peu trop, puis qu'il y a eu des problèmes de production, etc. Alors, il y a eu le Covid entre-temps, tout ça, machin, mais je crois qu'il était produit depuis 2015 et il est sorti en 2022, enfin, il a mis 7 ans à sortir, ça a été très compliqué. Mais, en tout cas, ce type de film-là reste dans l'idée de faire des films de Hong Kong à la saveur hongkongaise, mais quand même destinés au marché chinois de manière plus globale et calibrés pour le public chinois. D'ailleurs, ça commence de moins en moins à marcher, parce qu'il y a beaucoup de films qui vont être annulés là ces prochains temps, parce que apparemment le public chinois ne s'intéresse plus à ce type de film-là. Donc ça devient une problématique aussi, c'est-à-dire qu'il y a plein de films qui devaient se mettre en route, comme New Police Story 2 de Nicolas Tsé, qui va apparemment pas se faire, parce que il y a plein de films qui s'annulent comme ça. Ouais, c'est assez terrible, parce que ça rentre vraiment comme des espèces. Alors c'est pas sûr, mais en tout cas il est en stand-by. Alors que par contre, City of Darkness a relancé un intérêt. Il a pas explosé en Chine, mais il a plutôt bien marché. C'est un des moins pires scores, on va dire, qu'a fait ce type de film, ce type de production. Mais je pense que c'est lié à deux facteurs. C'est que, oui, on a encore les anciens, mais je pense que le public chinois, nous, il y a un temps de décalage, donc ils découvrent un peu les anciens acteurs. Donc,
ils découvrent ça. Mais il y a aussi ce côté nouvelle génération qui arrive et tout, donc je pense qu'il y a un côté un peu plus frais qu'apporte le film. Et aussi le fait de réintégrer les arts martiaux dans quelque chose de typiquement hongkongais, donc les arts martiaux qui est le kung-fu, qui est une culture, qui est quelque chose de typiquement chinois, hein, qui est ancré dans la culture chinoise, le wuxia, les arts martiaux, tout ça, mais ancré dans une espèce de parfum hongkongais qui se passe à Hong Kong et tout. Je pense que ça a beaucoup plus plu finalement que ces espèces de polars un peu aseptisés qu'on voit ces derniers temps qui commencent à lasser le public, déjà qui lassent le public hongkongais, déjà, mais alors le public chinois là commence lui-même à se lasser. Donc je pense que le fait de réintégrer les arts martiaux, donc de la culture chinoise à l'intérieur de quelque chose de typiquement hongkongais, je pense que c'est là où ils peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu, et en tout cas ce film-là a marché en Chine, donc c'est plutôt encourageant. Aux États-Unis, ils en ont marre des films de super-héros. À Hong Kong, c'est les polars, ils en ont marre. Oui, mais même le marché même de Hong Kong, là, en fait, on peut même plus parler de marché hongkongais. Je fais une toute petite parenthèse sur ça parce que c'est pour que les gens comprennent. Le marché hongkongais, il est tellement réduit que de toute façon, les productions ne peuvent plus survivre sans le marché chinois. Tout se fait avec le marché chinois depuis maintenant plus de 10 ans, hein, presque 15 ans. Le marché hongkongais ne se suffit plus. Et donc, du coup, ils sont obligés d'adapter leurs films par rapport au goût du public chinois, parce que c'est la plus grosse part de marché. Donc, les Hongkongais eux-mêmes, dans leur petit territoire, sont lassés depuis très longtemps en fait de ces polars un peu aseptisés. Depuis eux, en fait, ces films-là sont même plus produits pour eux presque en fait. Ils sont produits pour les gens qui travaillent là-bas, pour ça continue à faire bosser les mecs un peu locaux et tout. Mais pour le public, je pense que le public est assez lassé. Je pense qu'il faudrait revoir un petit peu quelques films d'arts martiaux typiquement hongkongais, un peu ce qu'avait Limbo était un peu l'anomalie. Hein. Limbo a bien marché, c'était un peu une anomalie. Alors Limbo a marché, n'est même pas sorti en Chine au cinéma. Je crois qu'il a moyennement marché en Hong Kong, et il a surtout marché chez nous en fait. Hein. Un succès d'estime pour nous. C'est pas vraiment c'est pas une œuvre très comment dire, qui réunit beaucoup de gens. C'est pas un gros film populaire qui peut réunir plein de publics. C'est beaucoup plus agressif, un peu à l'image de l'Enfer des armes, ce type de film qu'il y avait eu à l'époque, où Une balle dans la tête, c'est des films un peu incisifs. Donc plutôt du succès d'estime que du succès public, Limbo. Mais par contre, voilà, peut-être que le fait d'insuffler un peu ce côté, peut-être ce qu'avait réussi à faire Jackie Chan et Sammo Hung dans les années 80, c'est-à-dire de réinsuffler le côté martial typiquement chinois, mais à l'intérieur de films plus contemporains, comme les Lucky Stars, les Police Story. Avec de la comédie. Avec de la comédie et de l'action. Et à Hong Kong, ça avait créé une dynamique. Donc peut-être que ce film City of Darkness va créer ce type de dynamique, parce que ça mélange plein de trucs, ça remet le kung-fu dans un mode contemporain. Donc voilà, il y a plein de trucs. D'accord. Je te propose avant qu'on entre dans le vif du sujet, peut-être pour les gens un petit peu qui veulent se faire un petit peu une petite idée de quoi ressemble le film, je vais mettre la petite bande-annonce. C'est vrai que d'ailleurs, il n'y a pas eu de grosse bande-annonce de 2-3 minutes, c'est juste un petit teaser de 50 secondes, mais déjà, vous allez voir que c'est déjà assez impressionnant. C'est parti. Voilà. Bien belle bande-annonce qui met bien le ton du film, très resserré et en même temps très belle visuellement, avec beaucoup de combats et tout. Non, très belle bande-annonce. 50 secondes, mais sérieux, moi ça me suffit. Moi, il n'y a pas besoin de me mettre une bande-annonce de 3 minutes juste pour m'expliquer tout le scénario et de tout me spoiler. Non, là c'est juste simple, efficace. City of Darkness, quand t'as vu un petit peu l'annonce en début d'année que voilà, South Chain va sortir un film qui s'appelle City of Darkness, qui est un petit peu une sorte de gros film d'action dans une sorte de bâtiment, une sorte de mini-cité où ça va se mettre sur la gueule avec Sammo Hung. Alors, je connais pas tous les acteurs. Je sais qu'il y a Louis Ko, Sammo Hung, Philippe
J'arrive jamais à le prononcer. Philippe NG. Je sais pas En comment fait, on le dit. NG, ça se prononce comme un M aspiré, il se prononce comme en fait. Philippe, Voilà, tout d'accord. simplement. Ouais. Ok. Vraiment, déjà, je sais pas quand sont sorties les premières images, mais déjà, qu'est-ce que tu avais un petit peu comme attente quand tu as vu Seo Cheng qui va faire un gros film de baston bien bourrin? À la base, en fait, c'est un film qu'on attendait les fans de Hong Kong depuis très longtemps, parce que c'est un film qui, en fait, dans le projet, était dans les cartons depuis les années 2000, en fait. Oui. J'ai vu que c'est un livre à la base. C'est un livre, c'est ça? Alors, c'est d'abord, c'est ça, BD. c'est d'abord une nouvelle qui a ensuite été adaptée en manhwa, donc en bande dessinée chinoise, qui se vendait sur les marchés et tout ça. Très, très, très sous-populaire à Hong Kong. Et à la base, ça devait être un film qui devait dater des années 2000. Il y avait Johnny To et John Woo qui devaient réaliser le film, avec un casting genre Andy Lau, Tony Leung, Lo Ching-wan, Anthony Wong, enfin tous les gros noms de l'époque devaient faire ce gros blockbuster. Voilà, ça devait déjà se faire dans les années 2000. Après, il y a eu Donnie Yen qui a récupéré un peu le bébé dans les années début 2010. Je crois que c'était en 2013. Réalisé par Derek Kwok. Et donc, Derek Kwok, Donnie Yen qui devait faire les combats et jouer dedans. Ça devait s'appeler Dragon City, je crois. C'était adapté de la bande dessinée et du roman. Et donc, le Seo Cheng, moi, je suis au courant de ce projet depuis assez longtemps parce que j'avais vu des photos filtrées. On avait vu des photos, des comptes qu'on suit. Donc, ça fait déjà depuis 2020, 2021, quelque chose comme ça, qu'on essaie déjà le film. Et en fait, le film devait se faire avec donc l'acteur dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, Max Zhang, donc Zhang Jin, qui devait avoir, on ne sait pas quel rôle il devait avoir, est-ce qu'il devait avoir le rôle principal, etc. Je ne sais pas. En tout cas, ça a été un peu ma petite déception quand j'ai vu le film la première fois. Je me suis dit, ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une grosse star de Kung Fu. En fait, un peu à l'époque de Donnie Yen ou de Wu Jing, quand il y avait des gros films sur eux, etc., qui sortaient, qu'il n'y ait pas voilà, les héros finalement sont pas des vrais pratiquants d'arts martiaux, mais bon, ils sont super balèzes et super bons dans d'autres domaines, dont j'en parlerai aussi. Mais en tout cas, ça a été un petit peu mon regret. Donc moi, je l'attendais surtout en me disant, c'est le retour du cinéma d'arts martiaux à Hong Kong. C'est un film de Seo Cheng, il y a un énorme casting. Il y a Sammo Hung au casting, par exemple, donc ils reprennent un ancien. Un Ils personnage qui reprennent rappelle un évidemment. peu le premier SPL, hein, je trouve. Oui, tout à fait, en bien plus manichéen et en bien plus pourri, hein. Bien plus, parce que c'est vraiment pas un personnage positif. Et du coup, moi je l'attendais, oui, on l'attendait forcément, tout fan de Hong Kong l'attendait comme le Messie, parce qu'il y avait tous les ingrédients, un casting incroyable. C'est Louis Ko qui produisait ça encore évidemment, enfin qui coproduisait avec sa boîte de prod One Cool, ce gros truc. Donc on s'y Magnifique attend, affiche. voilà, superbe affiche. Alors le titre anglais original, c'est Twilight of the Warrior, Wallet In. Twilight of the Warrior, donc on pourrait traduire par le crépuscule des guerriers. D'ailleurs, je trouve ce titre très beau. J'aurais bien voulu qu'il sorte comme ça en France, le crépuscule des guerriers, parce il est lourd de sens aussi par rapport à ce que le film raconte. Ouais, Et mais Wallet In, Twilight dans le titre, ça aurait pas été très vendeur pour certains. oui, non, mais je veux dire que tu l'as adapté directement en français. Tu l'aurais appelé le crépuscule des guerriers, ça aurait eu de la gueule, je pense. C'est vrai. On aurait évité le côté Twilight dégueulasse. Mais à la base, d'ailleurs, ça devait s'appeler Kowloon Wallet City, puisqu'en fait, Kowloon Wallet City, donc la ville fortifiée de Kowloon qu'on voit dans le film, c'est une cité fortifiée qui a vraiment existé, qui était une zone de non-droit, en fait, qui est apparue donc quand Hong Kong appartenait en fait à l'Angleterre, et qui était une espèce de zone de non-droit où se réfugiaient beaucoup de Chinois du continent et aussi des gens des Chinois d'un peu partout et des réfugiés d'un peu partout. Et en fait, c'était une zone qui était, comment expliquer? En fait, Kowloon, la cité de Kowloon est une cité qui est dans Hong Kong. C'est à l'intérieur de Kowloon. Hong Kong se situe ça se décompose en plein de districts. Il y a l'île de Hong Kong, Kowloon, les nouveaux territoires, et puis l'île de Lanto. Voilà, il y a 4 territoires à peu près en gros, plein d'îles autour, etc. Et en fait, Kowloon, c'est un tout petit morceau, hein, c'est un tout petit bidonville qui était au milieu de Kowloon. Kowloon qu'on voit souvent dans tous les films de gangsters sont tournés à Kowloon. Il y a vraiment Hong Kong Island et puis de l'autre côté sur les terres, sur le continent. Sauf que voilà, c'était pas encore à la Chine à l'époque, c'était Kowloon. Et donc cette ville fortifiée, c'était une espèce de zone de non-droit qui appartenait à personne en fait, qui appartenait ni aux Anglais, ni aux Chinois, ni à personne. C'était vraiment une zone particulière où du coup se superposaient l'espèce de maisons comme ça, construites un peu à l'arrache. Les conditions sanitaires c'était infernal. Enfin, c'était vraiment des conditions de vie terribles, hein. On retrouve d'ailleurs encore en Hong Kong aujourd'hui, c'est encore comme ça. C'est très 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 dur, très 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 pauvre. Et en fait, ils ont arrêté de construire
en fait, ils ont arrêté de construire la citadelle parce qu'au bout d'un moment, en fait, avant, l'aéroport était au milieu de la ville de Hong Kong et les avions vraiment frôlaient les immeubles. Et en fait, pour pas empêcher l'atterrissage de l'avion, il fallait absolument qu'ils arrêtent de construire. Donc en fait, ils ont simplement arrêté de construire la citadelle parce que les avions, on le voit d'ailleurs dans le film, il y a un très beau passage où l'avion frôle comme ça. Là, l'aéroport de Kai Tak a été déplacé aujourd'hui. Il est sur une autre île. Il n'est plus du tout dans le centre de Hong Kong. Mais à l'époque, dans tous les films qu'on voyait français, la Banzai, les Anges Gardiens, tout ça, on voyait l'avion qui décollait et puis qui atterrissait à Hong Kong. Donc voilà, ça c'est pour situer un petit peu la citadelle, pour que les gens voient, en fait, c'est un endroit qui a vraiment existé. D'ailleurs, ils ont détruit l'endroit en 93. Et Jackie Chan l'a utilisé pour la fin de Crime Story, quand on voit cette énorme explosion à la fin, grandeur nature. En fait, il l'a utilisé, c'est des vrais immeubles qui explosent et il l'a utilisé dans le film. Voilà, c'est comme ça que la citadelle a pris fin. T'as encore est-ce qu'à Hong Kong, enfin, en tout cas, y a-t-il encore des citadelles un petit peu dans certains quartiers où clairement tout a été rasé? Non, en fait, Hong Kong, il faut savoir que c'est un endroit où ils démolissent, ils conservent pas leurs immeubles parce que c'est vraiment un territoire très compliqué en termes de place. Tout est construit un peu à la verticale dans des bâtiments très 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 hauts. Donc ils ont tendance à détruire et reconstruire, détruire, reconstruire systématiquement. Y compris même parfois, et ça c'est un peu triste, les grands, la conservation de leurs monuments. Alors là, ils commencent à le faire un peu moins, ils commencent à garder un peu leurs monuments un peu historiques et tout. Mais jusqu'à présent, ils avaient tendance à tout détruire. Mais par contre, il y a encore plein d'endroits à Hong Kong. Hong Kong, c'est une ville très chaotique, très resserrée, il y a plein de gens qui vivent dans des conditions un peu similaires de ce que vous avez vu. Mais ça a quand même beaucoup changé par rapport aux années 80. Mais il y a encore plein de quartiers très sales. C'est très insalubre, c'est très très sale. Il y a il y a encore plein d'endroits comme ça qui font un peu penser à ça. Je trouve que c'est un petit peu dans l'esprit de Sunshine, parce que je trouve avec le recul que City of Darkness, j'ai l'impression que c'est presque un condensé de tout son cinéma, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau des décors, le fait de situer, on voyait déjà dans Limbo des fois qu'à un moment ils essaient de poursuivre le tueur et tu vois les petites ruelles totalement délabrées où tu vois les conditions de vie qui sont complètement déplorables. Dans Mad Fate, tu avais aussi un petit peu ça avec des personnages un petit peu marginaux. Tu parlais de Dog by Dog avec voilà, ces combats un petit peu clandestins, vraiment, où tu vois ça un petit peu au début du film avec le personnage principal. J'ai l'impression de voir un petit peu vraiment pas l'œuvre ultime de Sunshine, parce que j'espère qu'il va continuer à réaliser des films, mais c'est vraiment un pur condensé de ce que représente son cinéma, que ce soit, comme j'ai dit, au niveau des personnages, du décor, mais également aussi des thèmes avec presque cette perte un petit peu d'humanité, quelques-uns qui essayent un petit peu de la récupérer dans un monde où on prend totalement au chaos. J'ai presque envie de dire presque que Limbo, Mad Fate et City of Darkness, c'est un petit peu comme, je sais pas, quand on parlait de Tsuyar comme un cinéaste du chaos, là on est clairement dans la trilogie du chaos de Sunshine. Comment en fait il dépeint un petit peu le Hong Kong que personne ne veut voir en fait. Oui, tout à fait. Alors après, celui-là, effectivement, il est beaucoup plus... En fait, les films sont quand même de plus en plus optimistes au fur et à mesure, si tu l'apprends comme une trilogie, Limbo, Mad Fate et celui-là, parce que celui-là, il est quand même très porté sur l'idée de le guerrier, la transmission, l'héritage, le rapport père-fils, le rapport maître-élève, les arts martiaux, le kung-fu, le wuxia, tous ces récits comme ça, il y a un côté mythologique. D'ailleurs, moi, j'aurais voulu voir plus de mythologie, peut-être qu'il y en aura d'autres parce que ça va être une saga, apparemment, il va y avoir 2 autres films. Ouais, parce que le film a eu tellement de succès qu'ils vont apparemment réaliser une préquelle, donc qui parlera donc de tout le début du film, donc les guerres de triade entre le personnage de Louis Ko, donc Cyclone, qui va combattre donc le personnage d'Iron Crow. Toute cette guerre-là, elle va nous être dépeinte apparemment dans la préquelle, un peu comme ce qu'Infernal avait fait à l'époque, avec le 2 et 3. Au niveau du 2. Et le 3 parlera un peu de la reprise en main de la citadelle par la jeune génération qu'on voit dans le film, etc. Donc ça va être ça va s'appeler le trône du dragon et le chapitre final. Donc le 2, ce sera le trône du dragon et le 3, le chapitre final. Et j'ai hâte de voir un peu comment ça va évoluer cette saga, si ça se fait comme prévu. Mais en tout cas, ouais, je suis assez d'accord. Oui, c'est une espèce de condensé de ce qu'avait fait Soi Chang. Mais comme je t'ai dit, Soi Chang, il a fait tellement de films différents, de styles différents.
du gros blockbuster, du wuxia fantastique avec le roi singe, du film d'arts martiaux, du polar, du drame, de la romance, de la comédie, du film d'horreur. Donc en fait, il y a vraiment, oui, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un film qui synthétise beaucoup de choses, et même au-delà de la filmo de Soi Cheng, qui synthétise beaucoup du cinéma de Hong Kong, puisqu'on retrouve vraiment le côté wuxiapian, kung fu pian, mais aussi kung fu polar, c'est-à-dire le kung fu porté dans un environnement contemporain. Et en même temps, en dualité, comme ça, on retrouve du polar plus resserré, du film de gangster, du film de triade, du drame social, de la comédie aussi par moments, ou le côté un peu non-sensique, le côté un peu comédie cantonaise et tout, on peut retrouver ça, même si j'aurais presque préféré qu'il y ait un peu plus de comédie par moment. Peut-être le film, par moment, le seul reproche que j'ai parfois à lui faire, c'est que c'est tellement généreux que par moment, il y a des scènes un peu trop étirées au niveau de non pas des scènes d'action, mais je trouve au niveau plutôt des enjeux un peu dramatiques. Peut-être juste enlever quelques enjeux, mettre un petit peu plus de comédie, ça aurait peut-être gagné un peu. Mais le film est tellement généreux en termes de tout, en termes de drame, en termes d'action, en termes de musique, en termes d'acteurs. Enfin, c'est très généreux. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment un truc qui condense beaucoup de styles, de genres différents, et qui aussi a un côté film testamentaire, parce que du coup, comme il condense beaucoup de choses, on pourrait presque le voir comme le dernier film populaire hongkongais. Peut-être que, tu vois, si on était un peu crépusculaire, un peu négatif, on dirait que c'est aussi le film bilan, le film nostalgique par excellence, puisqu'il se finit vraiment sur un truc, une note un peu douce amère sur Hong Kong. Alors, si vous vous intéressez pas à l'histoire de Hong Kong sans cinéma, ça va pas vous déranger, vous allez trouver que c'est une belle histoire. Si vous connaissez un peu le contexte du cinéma de Hong Kong, etc., vous allez y voir une dimension supplémentaire par rapport à cette fin qui est plutôt mélancolique, qui est à la fois très optimiste, mais un peu amère, etc. Voilà. Donc, il y a à boire et à manger, il y a un peu de tout. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant quand on le voit, parce qu'il y a vraiment ce côté gros film de bourrin qu'on peut voir dans la bande-annonce, un peu. Et en même temps, un côté plus film intimiste, rapport entre les personnages très travaillé, et en même temps, un côté très visuel, très pour les mecs qui sont fans de cinéma, qui aiment le vrai cinéma. Voilà, il y a un peu de tout, il y a un peu des dimensions à chaque étage, c'est un beau gâteau un peu. Il y a une scène que j'aime beaucoup. Je parlais un petit peu de perte d'humanité à l'extérieur un petit peu, et pour toi à l'intérieur tu pourrais dire tu peux te faire tuer à n'importe quel coin de rue, et en fait tu as l'impression en fait de rencontrer presque, c'est ce qui va se passer, c'est qu'il va découvrir un petit peu une nouvelle famille. Et il y a une scène que j'aime beaucoup. Alors le personnage, c'est pas l'un des points faibles du film, mais c'est vrai que comme tu disais qu'à la base ça aurait pu être Donnie Yen et tout ça, c'est vrai que je trouve que Raymond Lam, j'ai l'impression que, alors c'est une belle bête, hein, physiquement il est bien, les scènes d'action, son truc, mais c'est vrai que je sais pas, de par son physique, je trouve qu'il manque un petit peu de charisme. Pourtant, les scènes intimistes, il y a une scène en particulier que j'aime beaucoup quand il s'est fait jarter par Cyclone, et il lui dit tu peux rester ici, mais tu fais pas le con. Il y a un moment, il y a une scène où je sais plus, il dort au-dessus d'un toit, un truc comme ça, il a faim et tout comme ça, et t'as quelqu'un qui part à la fenêtre, lui donne à manger, et lui dit tiens, c'est encore chaud, et derrière lui t'as encore un gosse qui lui dit tiens, il me reste un petit peu du soda, et je me dis ah ouais, même dans le trou du cul du monde, en fait tu peux retrouver des gens qui ont une certaine générosité, qui sont là encore à aider ton prochain, et voir que t'es quelqu'un qui est en difficulté, mais on va pas te laisser dans la merde. Si toi tu nous le rends au retour, en fait c'est tout un cercle un petit peu pour te créer, en fait te mettre un petit peu en empathie le personnage, parce que voilà, même lui il doute, il sait pas trop ce qu'il va faire. Finalement le personnage de Samong, j'ai plus son nom là, Mr Big qui l'a arnaqué par rapport à ses papiers, donc du coup il veut essayer un petit peu de gagner de l'argent pour se faire vraiment les papiers et être pur citoyen hongkongais, et ça va pas se passer comme il aurait dû, avec comme tu l'as dit, des histoires de trahison qui vont se développer dans une préquelle, même si je trouve qu'en fait les flashbacks, je trouve qu'ils sont tellement déjà plutôt bien expliqués. Ouais. Je vois pas au fond de moi l'intérêt vraiment de partir un préquel, tu vois. Mais bon, c'est Hong Kong. C'est un peu le même principe que l'Infernal Affair. C'était pas forcément prévu. Ils font surtout ça parce que ça a marché. Et puis moi, je suis content quand même qu'il y ait des nouveaux films comme ça. Donc du coup, je le prends plutôt comme ça. Mais je m'attends pas forcément. Mais ça se trouve, ça sera peut-être encore mieux. Hein. Je sais pas. Ça se trouve, ils peuvent nous étonner. En fait, ça, c'est quelque chose qui est ancré dans la psyché, dans la culture chinoise. Tu sais que tu retrouves dans beaucoup de films de Hong Kong le côté, le bien collectif, l'entraide, la solidarité, le fait parce qu'en fait, ce sont des Chinois du continent qui se sont retrouvés dans une citadelle, dans une colonie anglaise, et qui s'entraident. Mais l'entraide, la collectivité, le fait de vivre les uns sur les autres, ça, c'est quelque chose d'ancré dans la culture
chinoise. Et tu vois, c'est quelque chose de très important, qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs tout le temps, parce que c'est pour ça que le cinéma existe, c'est pour montrer ces sentiments-là. Et souvent, l'ennemi, oui, c'est souvent celui qui est prêt à tuer pour de l'argent, pour du pouvoir, pour tu vois, une espèce de lutte de pouvoir entre des clans, à posséder des territoires, etc. Voilà, on sent que c'est quelque chose, mais comme dans beaucoup de films de Hong Kong parlent de ça, l'argent qui vraiment va détruire tous les rapports qu'ils entretiennent au niveau du collectif, au niveau de l'entraide et tout. Il y a plein de trucs comme ça. Et donc, tu vois, quand tu vois des John Woo, des trucs comme ça, il y a vraiment ce que les gens sont capables de faire pour de l'argent, pour du pouvoir. Voilà, tous ces thèmes-là, c'est quelque chose qui est ancré. Nous, on le voit qui est ancré dans le cinéma de Hong Kong, mais parce que les Hongkongais sont avant tout des Chinois culturellement. Et ça, c'est quelque chose de très ancré dans la psyché chinoise, parce que c'est des histoires vraies. Il y a eu beaucoup d'histoires où ils s'entretuent pour de l'argent, ils se manipulent, ils se mentent, tu vois. Et en même temps, on veut mettre tous ces récits en avant dans les films, dans les romans, dans les trucs comme ça, parce que ça transcende justement le pays, la culture, les gens, et puis ça leur donne un peu plus tu vois, ça leur montre un peu le chemin, ça leur donne de bons sentiments. Donc ça, c'est un truc très important, ouais, qui est très 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 classique, mais qui est très important dans beaucoup de films de Hong Kong, chinois en règle générale. Mais comme c'est Hong Kong qui a le mieux développé ce côté martial, et du coup, on le retrouve encore plus dans le cinéma hongkongais, quoi. C'est quelque chose de très important, ce thème-là de la solidarité, de l'entraide, de l'argent, tout ça, de la trahison pour de l'argent. Tout ça, c'est une psyché qui dépasse même le cadre de Hong Kong. Ça, c'est même dans la culture chinoise, c'est quelque chose de très important, en fait. D'accord. Moi, ce qui m'a plu aussi également, c'est déjà le thème un petit peu de la survie et qui après va déboucher un petit peu sur un cliffhanger qui vraiment nous pète à la gueule de tous les côtés avec trahison, comme vous l'avez dit, voilà, les multiples en fait histoires de chacun. Où en plus, ce qui est intéressant, c'est que il y a une multitude de personnages et pourtant chacun un petit peu a son histoire. Quand par exemple donc le personnage de Chan, pardon, ses amis un petit peu qui vont débarquer, que ce soit les jeunes, j'ai du mal, il y a Tiger, il y a VHS. VHS, ouais. Le 12e maître, il s'appelle un autre. 12e maître, c'est l'élève de Tiger, effectivement. C'est ça. Et celui qui est tout le temps avec sa moto là. Ouais, alors lui, c'est le bras droit de Cyclone, justement, qui va être très important pour la suite du récit, puisqu'il va, voilà, on va comprendre qu'il va un peu reprendre les rênes du truc. Donc c'est un personnage important, mais j'ai oublié son nom à lui, tu vois, mais il est très important. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'acteur que j'aime le moins, moi, sur les 4, parce que j'aime bien les 3 autres, mais je l'aime un peu moins. Shin. Ok, ouais, Shin, c'est ça. Et pareil, que j'ai dû voir dans 2-3 films aussi, mais qui est vraiment une nouvelle tête. Et après, pour revenir, tu avais parlé un peu de Raymond Lam. Moi, je le trouve bien. Je trouve qu'il a du charisme quand même, cet acteur-là. Je sais pas dans quel autre film je l'ai vu, ce mec. Il joue en fait, il joue le rôle de. Moi, je l'ai vu dans pas mal de films, mais je sais pas si tu les as vus parce que c'est des films hongkongais, quoi. Mais il a joué des méchants. Il a refait Evil Cult, où il a repris le rôle de Jet Li dans Evil Cult, par exemple. D'ailleurs, c'était pas un très bon choix d'ailleurs. Mais je trouve que pour celui-là, je trouve son personnage est bien finalement. J'aurais préféré qu'il y ait un artiste martial qui soit le héros, mais finalement, le côté chien errant, un peu qui lutte pour sa survie, va plutôt mieux avec ce type d'acteur. Et il a l'air un peu perdu et en même temps, il est assez badass, quoi. Il est assez carré, il est assez cool. Il se révèle au fur et à mesure du film aussi. En plus, j'ai l'impression que ces derniers temps, on a beaucoup de films un petit peu qui aiment un petit peu planter un petit peu son décor, pas de nous mettre tout le temps présenter une ville, de planter un décor assez particulier. Ça me rappelle un petit peu, alors c'était plus de la science-fiction, mais je me souviens la dernière adaptation de Dredd, où tu as le personnage de Dredd qui doit chercher des gangsters dans une grande citadelle où en fait à chaque étage ça peut être ultra dangereux. Alors bien sûr l'exemple le plus probant aussi ça a été The Raid, où le film a quelques petites similitudes aussi au niveau de son décor, même si je trouve quand même que City of Darkness, je le trouve beaucoup plus maîtrisé au niveau de la mise en scène, comment il chorégraphie les combats. Je préfère plus The Raid 2 que le premier. C'est personnel. Mais je trouve aussi, en fait, tu parlais un petit peu de cette
refondation un petit peu de cet ancien, parce que le film, je crois, se passe au début des années 80. 84, pour être exact. 84, et je trouve que les chefs-op et les directeurs de la photographie qui avaient déjà bossé, désolé si j'écorche leur nom, Si Kung Cheng et Kwok Kung Bak, qui avaient déjà travaillé sur Limbo, je trouve qu'ils ont un sens du détail, y a une poésie en fait presque auquel on s'attend pas dans ce City of Darkness, dans ce décor délabré avec juste où tu as des... Et en fait, tu as ce bâtiment en fait qui vit. Ne serait-ce que on voit des restaurants un petit peu à l'intérieur. À un moment, il est en train de préparer du thé. À un moment, tu as une longue queue, juste ne serait-ce que pour chercher de l'eau. En fait, on nous montre vraiment, t'es presque dans une sorte de mini-ville. C'est presque en fait une mini-ville dans une grande ville, comme si tu étais un petit peu dans une sorte de gros quartier, mais où à chaque coin de rue, en fait, il se passe quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que quand il entre dans ce bâtiment, tu dis, oh punaise, ça peut être super effrayant. Et finalement, c'est plutôt c'est une certaine bonté, c'est une certaine gentillesse, une douce poésie, en fait, qui ressort de la part des gens, qui va l'amener un petit peu à se re-questionner, à se dire, voilà, moi je cherche de l'argent pour me refaire ma vie. Et finalement, sans trop spoiler, il va vouloir rester ici parce que j'ai trouvé quelque chose que j'ai jamais eu auparavant, sans trop spoiler par rapport à ce qui se passe avec son passé et ce qui va se passer au niveau des enjeux. Ouais, mais voilà, c'est en fait d'un moins que rien, on s'attache, même les autres personnages. Moi, le personnage de Cyclone, c'est vraiment mon personnage préféré du film, parce que tellement au niveau des combats, comment il se bat super bien. Moi, j'aime bien le premier affrontement, on va dire, entre lui et Cho. Tu crois que je vais te menacer et finalement je te mets une tarte, et ne serait-ce que limite sans te toucher, j'arrive limite à t'éjecter, et pourtant en fait il a une cool attitude avec ses lunettes de soleil. Louis Co, c'est pas un acteur que j'ai vu énormément, mais je trouve qu'en fait en tout cas dans le film il dégage tellement, il dégage quelque chose. Il a un physique assez atypique. Il y a aussi un truc qui va se développer par rapport au fait qu'il fume. Bon, donc, voilà, il y a un côté il est malade, mais le film ne l'exploite pas plus que ça, et c'est très bien comme ça, parce que c'est très bien que son arc se finisse d'une autre façon, beaucoup plus épique, voilà, beaucoup plus guerrière, et ça, je trouve ça très beau. Je voulais savoir un petit peu ce que tu en pensais déjà au niveau des combats. Alors, je sais que toi, par exemple, tu as certaines anecdotes, puisque si je me souviens bien, tu m'as dit que tu as certains de tes amis en tout ton entourage qui ont travaillé sur le film. Alors, c'est pas exactement des amis, en fait, c'est plutôt des gens d'amis, on va dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient Moi, je me suis entraîné, j'ai eu la chance et l'honneur de m'entraîner avec Sharon Young Pan, qui a travaillé avec Samo d'ailleurs, hein, voilà, qui avait une école de cascadeurs qui s'appelait ITOT Cinématographique Action, que j'ai eu la chance de participer, de travailler avec eux, et j'ai fait beaucoup de rencontres, et c'est une maison qui n'existe plus aujourd'hui à Hong Kong, mais qui existe encore en Chine. Et il y a un certain Jarman Chung, qui est donc VHS, le nom de personnage que tu as cité tout à l'heure, c'est Jarman Chung, qui provient de cette école. Donc moi, je le connais, souvent on se connaît un peu de loin, on s'est un peu croisé de loin, mais on s'est pas vraiment rencontré, vraiment, tu vois, physiquement. Enfin, tu vois, on voit à peu près, on se connaît à peu près, mais de loin, on va dire. Et lui, c'est un artiste martial incroyable. Donc il a démarré dans l'équipe de cascadeurs de Sharon Young. Il vient vraiment de l'école de Sharon Young. Il a commencé à faire des films avec elle et tout. Et après, il a signé chez Louis Co. Et on le voit vraiment de plus en plus. Il a de plus en plus de gros rôles. C'est vraiment quelqu'un. On le voit dans Raging Fire, par exemple, de Donnie Yen. C'est un des gangs, des gangs de Nicolas Tse, là. D'ailleurs, il y a un autre personnage qui joue un des gangs que vous retrouvez dans le film, qui est donc le 12e frère. Il jouait aussi c'est un gars qui commence à arriver aussi dans le cinéma de Hong Kong. Mais voilà, Jarman Chung, c'est quelqu'un qui est très emblématique. Quand on est passé par ITOT comme moi, j'ai beaucoup de potes maintenant qui ont des rôles de plus en plus importants, et je suis très content pour eux, et j'espère qu'ils feront le cinéma d'action de Hong Kong dans les années 20, 30, 40. Ce serait vraiment bien, quoi. J'espère en tout cas qu'ils insufflent, parce qu'ils ont beaucoup de talent. Et Jarman, c'est vraiment le plus emblématique, celui qui est allé le plus loin de l'équipe.
Comme j'ai dit que moi je connais pas personnellement, que j'ai jamais eu la chance de rencontrer, mais il a ouvert une nouvelle boîte de cascadeurs à Hong Kong qui s'appelle SWAC, justement récemment. Donc voilà, c'est quelqu'un de très important dans ce domaine-là. Il a monté cette école de cascadeurs et j'ai hâte de retourner à Hong Kong justement pour voir un peu à quoi ça ressemble, pour aller m'entraîner là-bas. J'ai hâte de voir ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui commence à être très important dans des. Là, il a un second rôle. Mais il a un rôle assez marquant, assez emblématique. Hein, le rôle de VHS, vous verrez, c'est un mec déjà qui, lui parmi les 4 nouveaux jeunes, c'est vraiment celui qui sait, en plus de savoir jouer la comédie, il est cascadeur. Et en plus de ça, c'est un super artiste martial. D'ailleurs, il est pas assez développé. Je trouve qu'il est pas assez mis en avant dans le. Il fait 2-3 magnifiques coups de latte et il met 2-3 enchaînements, mais il peut faire des choses bien plus impressionnantes. Donc j'espère que dans le 3, par exemple, si on le revoit, j'espère qu'il fera des trucs. Il aura un rôle un peu plus. Il brillera un peu. On le montrera un peu plus au niveau martial. Mais voilà, il a un rôle assez marquant avec son masque. Le personnage est assez drôle parce que c'est une espèce de mec qui est en dehors des triades. Lui, c'est vraiment le mec qui dans tout le film, il insulte les triades, il dit triades de merde et tout, alors qu'il est pote avec eux, mais il veut pas en faire partie. Et il a une espèce de salon en fait, il est médecin et il vend des films porno en même temps. Enfin, il y a un truc un peu comme ça et toute une histoire. Et c'est un personnage assez drôle. Et pareil, qu'on a vu dans plein de films de Hong Kong à l'époque, puisque le héros mutilé, qui vient donc voilà, de Zaitoshi au Japon, ou du sabre manchou en Chine, ou des personnages défigurés, mutilés, qui sont en fait des brutes en kung-fu. C'est un archétype de personnage qu'on retrouve beaucoup dans les romans chinois et puis dans le cinéma de Hong Kong, etc. Donc il incarne ce truc. Donc c'est un personnage assez secondaire dans le film. C'est pas le personnage central, mais on le voit quand même. Il fait partie de la bande des 4. Et donc c'est très cool de le voir. Et lui, c'est vraiment le seul parmi les jeunes et parmi tous les acteurs qui jouent dedans, hein, d'ailleurs, y compris Louis Ko, Aaron Kwok, Rich Chiren et compagnie. Il y a Sammo parmi les anciens qui sait vraiment manier le kung-fu, qui est un vrai mec qui vient des arts martiaux, et il y a Jermaine. D'ailleurs, je crois qu'ils ont doivent avoir un petit enchaînement, je crois, entre les deux. Je crois qu'ils ils ont déjà fait des films ensemble. Hein. Ils ont fait Kung Fu Chef où Jermaine a tourné dedans et tout. Et donc voilà, moi c'est la petite parenthèse que je fais par rapport à ça parce que c'est des gens que je connais un peu de loin, que j'ai rencontrés, et qui sont emblématiques de mon groupe d'amis à Hong Kong. Donc c'est très cool qu'ils aient des rôles de plus en plus importants. C'est génial, quoi. C'est incroyable. Donc c'est encore plus plaisant quand tu vois le film de voir quelqu'un que tu connais. C'est assez chouette, quoi. Donc voilà, Jermaine Chung, c'est celui qui a le masque et celui qui a quelques scènes de frappe assez stylées. Tu veux dire que Louis Ko, qui a un petit peu justement le personnage de Cyclone, qui a des fights, il est moins axé sur les arts martiaux au niveau de ça. C'est vrai que comme j'ai pas vu ces films. Tout à fait, c'est plus un acteur à la base qui joue dans des comédies romantiques, dans des séries. C'est un acteur qui a émergé dans les années 2000, 90 dans les séries, puis 2000 après au niveau du cinéma, les polars de Johnny To, Élection. Il a fait un Jackie Chan, il a fait Robbie Hood avec Jackie Chan, par exemple. C'est un personnage plutôt nouvelle génération, tant toute cette génération-là qu'on voit dans le film, Rich Chiren, donc le personnage qui a les cheveux blancs en arrière plaqués, Aaron Kwok qu'on voit un tout petit peu, qu'on le voit dans la scène du passé, hein, je ne veux pas spoiler qui c'est, mais voilà. Tous ces acteurs-là, c'est un peu la même génération, c'est des acteurs qui ont émergé dans les années 2000 plutôt. C'est des acteurs qui ont commencé un peu leur carrière dans les années 90 et puis qui ont explosé dans les années 2000. C'est pas des acteurs des années 90, 80-90 comme j'ai pu le voir, c'est vraiment des acteurs des années plutôt 2000, 2010. Et Louis Ko, c'est vraiment, outre ça, c'est vraiment c'est le dernier nabab un peu du cinéma de Hong Kong, puisque c'est grâce à lui que le cinéma de Hong Kong perdure, puisqu'il a sa société de production One Cool qui permet il était sur Warriors des budgets. Il a produit Futur, il jouait dedans. C'est vraiment le dernier qui maintient le cinéma de Hong Kong, on va dire, à un niveau très haut. Enfin, un des derniers, parce qu'il y a Andy Lau aussi, qui est quand même là. Il y a quand même d'autres gens, mais Louis Ko, il fait vraiment partie de ces gens qui sont dans tous les projets, parce qu'il produit quasiment tous les projets les plus importants. Et moi, mes potes travaillent beaucoup chez Louis Ko, cascadeur chez Louis Ko, petits rôles chez Louis Ko. Voilà, c'est vraiment. J'ai un pote qui a été doubleur, qui a été carrément le doubleur de Louis Ko dans des films de gunfight, de baston, tout ça. Donc voilà. Donc c'est un peu moi, avec sa saga Les Storms, là, je le comparais un peu à une sorte de Tom Cruise hongkongais. C'est un peu quelqu'un qui, il y a ces scènes où carrément il se met à courir un peu à la Tom Cruise. Je pense que c'est un peu fait exprès. Mais c'est un peu ce dernier, un peu un mec à la Tom Cruise. Alors il fait pas autant de cascades et tout, mais cette espèce de mec qui veut maintenir le cinéma d'action de Hong Kong à un certain niveau, un peu à l'ancienne et tout. Il y a un peu ce côté-là chez Louis Ko. C'est pas forcément le meilleur acteur du monde,
mais c'est un mec qui a beaucoup de charisme et qui est un grand producteur et qui maintient ce cinéma. Et qui là, dans le film, moi, je suis comme toi, c'est un de mes parmi les anciens, c'est mon préféré. Parce que moi, j'ai beau aimer Samo, c'est pas mon personnage préféré du film. C'est plutôt l'autre. Je sais que t'aimes pas trop les méchants aussi. Le méchant de City of Darkness, on en a pas encore parlé, d'ailleurs, ce serait cool qu'on en parle, est génial. C'est un des plus grands méchants que j'ai vu dans un film depuis très longtemps, parce que c'est vraiment une raclure de bidet. C'est une putain de hyène infernale qu'on a envie de tuer. Il fait des cris, il rigole, il a un espèce de super pouvoir. On va pas spoiler, mais il est vraiment, il a une espèce de coupe mulet. Enfin, il est infernal. C'est un personnage infernal, mais à la fois, voilà, les grands films, c'est aussi des grands méchants, et lui, c'est un très très grand méchant. Donc moi, on va dire que parmi les persos principaux, les gentils, les anciens, on va dire Louis Co, ouais, pour moi, il est monstrueux de charisme. Vraiment, il incarne vraiment un truc incroyable. Et le méchant, là, Philippe, là, alors lui, il est vraiment génial, quoi. Moi, j'aime pas trop cet acteur, et même pour des raisons personnelles, parce que je connais des gens qui l'ont connu un peu dans la vie et tout, parce qu'il travaille de manière assez, il y a une proximité aussi avec lui. On le connaît, moi, je l'avais croisé une fois à Hong Kong aussi. Et par contre, là, dans ce rôle-là, le rôle enfin, il est incroyable. Enfin, je voulais pas trop en dire parce que le personnage évolue aussi, machin, mais c'est un des meilleurs méchants que j'ai vu depuis très 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 longtemps dans un film. Surtout qu'en plus, ce que j'allais dire, parce que comme en gros, c'est le bras droit du personnage de Samong, Monsieur Big, et Ouais. quand tu vois le monstre qu'il est, quand tu vois comment il se bat, et c'est vrai que, certes, il y a un code d'honneur, il y a un certain respect qui va passer la limite sans trop en dévoiler, mais tu te dis, quand tu vois à certains moments comment Monsieur Big un petit peu le traite, tu dis, mais mec, t'es juste une grosse brute. En fait, tu peux reprendre son empire quand tu veux. Et c'est vrai qu'il y a au certain moment, il y a un certain code d'honneur, comme tu l'as dit, qui est très ancré dans leur culture. Il y a aussi un beau symbolisme. Je pense en particulier le personnage de Cho quand il découvre ce mur avec où tu sens en fait qu'il y a eu un combat avec en fait ce mur où tu as différents côtés qui sont tranchés et tout ça et Ouais, le qui combat amène, au crochet, c'est l'espèce ça. d'arme là, de triade un peu à l'ancienne là, qu'ils avaient, ouais, tout à fait. Et déjà le film a une certaine singularité, c'est que certes il y a du combat au corps à corps, mais en plus les combats au corps à corps pardon, sont liés aussi déjà avec son décor, mais aussi comme j'ai dit, comme tu l'as dit, en fait on a des armes que moi personnellement j'ai jamais vu, tu vois comme tu dis le combat au crochet. Alors toi t'as vu beaucoup plus de films hongkongais que moi, mais moi j'ai jamais vu ça au cinéma, tu vois. Et je me dis ah punaise, ça va faire du bien un petit peu je pense que pour les amateurs de se dire punaise on n'a pas juste des combats au sabre, on a aussi un moment des combats au marteau, je crois, un moment, je sais plus, je crois que ça monte se bat avec un Oui, marteau, à un moment il se bat avec à la fin aussi. ouais, c'est une sorte de gros bâton, enfin les trucs, mais en fait on aime bien utiliser différents objets. À un moment il se bat comme je crois, le cuistot et tout ça. Ça amène un petit peu de la singularité. Les armes à feu, je crois que c'est pratiquement presque rare. Je crois qu'il y a une fusillade et encore, voilà, À la fin, il prend les pétoires, le méchant, il fait ouais, tout. c'est ça. Ouais, C'est on y ça. voit dans certaines bandes annonces aussi. Ça. Et justement, je voulais voir un petit peu, toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces scènes d'action et quel est un petit peu ton combat préféré? Je pense que moi, personnellement, quand il y avait Louis Co, qui est le personnage que j'adore, que je dis, oh punaise, ça y est, l'affrontement entre Samung, moi, je te jure, j'étais sur mon scène, je dis, on va se faire plaisir là. Ah, ça va être bon là. Ouais, tout à fait. Mais putain, il y a plein de choses à dire parce que là, ouais, alors attends, je vais essayer de reprendre par rapport à ce que tu me disais par rapport aux armes déjà. Oui, Ouais. tu sais, dans le Kung Fu, il y a 18 armes. Et dans le cinéma de Hong Kong, souvent, ces crochets, ces haches, ces marteaux, ça sont utilisés, alors, notamment au niveau on va dire, d'une espèce d'image un peu emblématique du combat des triades des années 30. Un peu, il y a ce côté un peu, tu sais, film un peu en costume, un peu donc ils ont retranscrit ça, je trouve, avec les crochets, qui est super. Ce qui fait un peu penser à une scène de baston à la Shaw Brothers, un peu, tu vois, ce côté wuxiapian, mais plutôt réaliste. Entre guillemets, hein, quand je dis en tout cas pas fantastique, justement ramener un peu ce côté guerre de clan. Y avait un peu ce truc-là dans Crazy Kung Fu, par exemple, les gens qui connaissent Crazy Oui. Kung Fu. Je parle au niveau récent, hein. Avec le gang des haches, par exemple, Ouais. qui a été retranscrit. On retrouve un peu cette couleur-là, je trouve, Des machettes le aussi. Prince. On a un peu des machettes aussi. Alors la machette, c'est l'arme emblématique des triades. C'est la machette, surtout dans les années 80, tu vois, l'espèce de machette. Là, il n'y en a pas tellement, il y en a un petit peu quand même. Il y a quand même des couteaux. Enfin, tu as plein d'armes. Mais justement, c'est ce qui fait me dire aussi que c'est intéressant à ce niveau-là, parce que je pensais que
en fait, ça, c'est un côté cool, je trouve, qu'ils aient réintégré les armes à l'intérieur, ce qui me fait dire que c'est aussi un wuxia-pian aussi. Quelque part, il y a ce côté wuxia-pian avec le fantastique, les pouvoirs, un peu le qigong, tout ça, mais aussi les armes qu'ils utilisent. Ils utilisent des marteaux, des marteaux géants, des gros trucs, plein d'armes différentes, plein de manières de se battre, des katanas, des trucs. Il y a des armes japonaises, des armes chinoises, il y a plein de trucs. Et ça, c'est assez varié, c'est assez cool. Et finalement, c'est un petit peu l'originalité du truc. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère. Moi, j'aime le côté pied-point, brutasse et tout. Mais c'est super intéressant d'avoir amené ça. Et pour répondre à la question de quelle est ma scène préférée de combat, en fait, j'en ai pas parce que, comment expliquer? En fait, il y a pas forcément, les combats sont pas ultra originaux par rapport à ce que j'ai pu voir auparavant. C'est-à-dire que en fait, ça va vraiment être l'attrait, ça va être la démesure et le côté généreux et le côté nombreux et le côté vraiment on vous en met. Ça va être ça le côté plus intéressant, ça va être l'espèce de folie et la générosité qu'il va y avoir dans les combats. Plus que, enfin, justement, pas l'originalité, justement, plus la folie et le fait d'en montrer bien. Mais il y a quand même certaines originalités, notamment dans des scènes de prise. Tu sais, moi, je pense à cette scène où il prend le mec, il l'explose contre le mur. On voit dans la bande-annonce. Il le prend, qu'on voit dans la bande-annonce. Moi, j'aime bien ces moments. C'est pas forcément des scènes, mais c'est plus des moments assez originaux, là, par contre, qu'ils ont réussi à intégrer à des scènes de combat assez classiques, on va dire. Et en plus de ça, j'en ai pas parlé, mais le réalisateur, le chorégraphe des combats, c'est un japonais, c'est Kenji Tanigaki, qui était en fait le bras droit, enfin qui est toujours d'ailleurs le bras droit de Donnie Yen. Donc on sent l'identité de Donnie Yen, hein, c'est vraiment Kenji Tanigaki, c'est vraiment lui pratiquement qui a chorégraphié tous les combats de Donnie Yen. C'est l'homme derrière Donnie Yen en fait, tu vois. C'est vraiment, c'est presque par moment, même les connaisseurs ont tendance à dire que c'est même Donnie Yen s'accapare un travail que Kenji Tanigaki aurait fait. Tu vois, il y a peut-être un peu de ça, mais ça, on n'est pas sûr. Mais ça m'étonnerait pas parce que, tu vois, dans ce métier, ils délèguent beaucoup, puis ils donnent leur nom. Mais Kenji Tanigaki, voilà, c'est un acteur japonais qui a commencé, vous l'avez vu, dans Fist of Legend. Il se prend une énorme branlée par Jet Li au début. Il lui dit rentre pas, machin, c'est lui. Et lui, il lui explose la tête par terre et après il commence et c'est lui. Et donc c'est un mec qui a fait des petits rôles dans des films hongkongais, vous le voyez dans plein de films. Et il est devenu chorégraphe. Et notamment chez Donnie Yen, c'est à Kenji Tanigaki et Donnie Yen qu'on doit SPL, Ip Man, tous ces gros trucs là. Donc c'est quelqu'un de très important. Et je trouve, alors oui, effectivement, on se dit on retrouve un côté Donnie Yen, mais c'est parce que c'est Kenji Tanigaki qui vient de l'équipe de Donnie Yen et qui a insufflé ce truc-là. Mais les scènes de combat sont très impressionnantes, elles sont hyper nombreuses, hyper généreuses. Il y a un truc, et puis en fait, elles sont originales non pas en termes purement dans le rendu, mais dans ce qu'elles essayent d'apporter, c'est-à-dire avec justement les armes différentes. Les accroches, les prises, les lieux aussi, parce qu'il y a des lieux très différents. Justement, il y a un côté organique parce qu'ils ils se battent sur des toits d'immeubles, ils se battent dans des toutes petites, dans la cuisine du chef. Là, le Cyclone, il se bat dans son espèce de petit appart tout exigu, mais un peu défoncé. Donc, il joue avec les perspectives, avec le décor, avec plein de trucs. Donc, il y a un côté organique et les combats sont quand même assez intéressants à ce niveau-là. Pas au niveau de l'échange direct, mais au niveau du décorum, des armes utilisées, voilà, c'est plutôt ça l'attrait. En fait, ça va être un truc plus visuel finalement, plus et en plus, le fait que les combats à chaque fois en fait te racontent quelque chose. En général, quand il y a un affrontement, c'est toujours parce que il y a soit tu as tué quelqu'un, soit tu m'as piqué quelque chose. En fait, soit j'ai un compte à régler avec toi. En fait, chaque combat est justifié. Tu vois, c'est pas un combat gratuit genre bon, je sais pas quoi raconter de mon film. Tiens, je vais mettre une baston pour mettre une baston. En fait, chaque combat est vecteur d'un sens aussi bien symbolique que thématique pour le personnage. Et moi, tu vois, par exemple, pour parler des combats, il y a une scène moi qui m'a en particulier marqué, et bizarrement, c'est pas une scène de fight, c'est la scène du restaurant. Quand les quatre mecs, ils vont au restaurant, et il lui dit, ouais, en fait, moi j'ai trouvé le fils de, j'en dévoile pas plus, et en fait, t'as ce jeu de regard avec Louisco qui regarde un certain personnage, et en fait, voilà, il y a multiples enjeux avec le jeu de regard de chacun qui regarde tel et tel personnage et se dit, ok, là il va se passer quelque chose, lui, il est au courant de... Et en fait, juste par le jeu de regard, par le travail du cadre, les plans comme vraiment sont très beaux, tu comprends très rapidement comment ça va se passer pour tel personnage qui lui peut-être
ne va pas le balancer, l'autre qui va essayer de rentrer sur le chemin de la rédemption et qui justement après ce qui s'est passé par les flashbacks, pardon, va lui dire non, toi je vais te protéger. En fait, voilà, et alors que d'autres sont clairement dans la vengeance pure et dure. Et c'est vraiment la scène en fait qui va amener le dernier tiers du film à développer, à se lâcher dans la mise en scène au niveau des combats, au niveau des affrontements. Et c'est pas une scène d'action, mais pourtant elle est tellement vecteur de ce qui va arriver dans la deuxième partie du film. Tu dis ok. Et c'est ce que tu disais en fait, c'est que Sung Chang il est aussi impressionnant dans les combats, mais également dans le côté intimiste, dans l'émotion. Et c'est vrai que moi j'ai un petit peu du mal, pas dans les derniers films. Enfin, c'est pas que j'ai du mal avec les derniers films hongkongais, mais c'est peut-être parce que je suis moins attaché à la nouvelle génération, je les connais moins, que j'ai du mal un petit peu à m'attacher à ces personnages, comme je suis pas trop leur carrière, à m'attacher à ce qui véhicule en tout cas dans le cinéma hongkongais. Là, peut-être justement avec City of Darkness, parce que je voulais un petit peu y venir, c'est que alors j'ai juste vu un petit peu Yannick Dehan qui en a parlé, que Sung Chang, comment dire, il dévoile un petit peu un certain héritage. Voilà, il vous montre un petit peu les figures du passé, mais qui sont finalement pas sous-exploitées, mais qui clairement laissent préfigurer un petit peu que voilà, on a été là. Maintenant, c'est à vous un petit peu de prendre la relève. C'est Oui. d'où ce qui se passe à la fin, hein, clairement. Et comment toi, un petit peu justement, déjà par ce message, et un petit peu comment tu vois un petit peu cette nouvelle génération, est-ce que cette nouvelle génération est capable un petit peu d'être aussi charismatique que les Jet Li, les Donnie Yen, les Jackie Chan et tout ça? Est-ce qu'elle est capable de réussir à prendre la relève? Ben en fait, c'est un peu compliqué comme question parce que moi, je trouve déjà que la génération là qu'on voit qui passe le relais dans le film, c'est-à-dire Louis Ko, Aaron Kwok, Chris Chiren, moi, ces acteurs que j'aime beaucoup, mais c'est déjà, pour moi, en tant que fan de cinéma de Hong Kong, une époque où les acteurs sont déjà moins charismatiques et moins bons. Tu vois, et c'est eux qui passent le relais. Tu vois, parce que moi, c'est plutôt comme ça que je le vois, moi. Samo, pour moi, dans le film, c'est un peu une anomalie. Enfin, c'est pas une anomalie, c'est un hommage, en fait, à un ancien qui est là parce qu'il faut qu'il y ait un ancien. Je crois que dans le 2, il y aura Yuen Biao, par exemple. Je crois qu'il parle de Yuen Biao. Ah. Ça serait génial que on peut s'apprêter à rêver qu'il y ait Jackie Chan dans le 3. Ça serait, pour boucler la boucle, ça serait génial. Tu vois, les trois qui seraient là à chaque film. Et le voir jouer un méchant. Voir Jackie Chan en jouant à chaque fois un méchant, ça serait génial. Parce que, mais eux, en fait, je pense c'est plus la caution, les anciens qui ont apporté, qui sont encore en vie et qui ont apporté cette première pierre à l'édifice du film d'arts martiaux auquel il faut rendre hommage. Moi, je le vois plus comme ça parce que finalement, le rôle de Samo dans le film, moi, le voir en méchant comme ça, bon, il a pas un rôle incroyable. Tu vois, il a pas non plus. Je pense que c'est plus le côté, allez, on le met là parce que c'est Samo et que c'est la légende et qu'il faut le mettre parce que il cautionne tout le reste. Mais tous les autres acteurs que moi j'aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai un dont on parle moins, qui est moins connu que les autres, qui s'appelle Kenny Wong, qui est le mec qui parle avec la voix comme ça, tu sais, qui a la moustache, il se fait défoncer l'œil là, le Tiger. Moi, Tiger, c'est un de mes personnages préférés. J'adore ce gars. On le voit dès le début du film. Vous allez voir à l'intro, on le voit en contre-plongée comme ça, avec la musique de Kenji Kawai magnifique, elle vend derrière et tout. Donc toute cette génération-là, en fait, elle vient déjà d'une époque où le cinéma de Hong Kong est déjà moins bien. Tu vois, ça m'intéresse déjà moins. Moi, globalement, tu vois, les années 2000, 2010, moi, je le suis toujours parce que je suis un fan de cinéma. C'est un truc que j'ai suivi toutes les époques, des années 50 à maintenant, j'ai tout suivi, quasiment. Tu vois, je connais tous les acteurs, tous les trucs. Donc, le passage de relais, en fait, il a été passé entre la génération de Jackie Chan et Samo et compagnie, et Chow Yun-fat et tout, et à eux, donc les anciens de ce film, et ces anciens le passent à une autre génération. Donc, tu vois, c'est compliqué parce que on perd à chaque fois un peu déjà, on perd en physicalité, parce que au fur et à mesure des générations, c'est des acteurs moins physiques. Là, ils jouent des personnages physiques parce que c'est le thème du film, mais on n'a plus des acteurs de la trempe de Jackie Chan, de Sammo Hung, de Jet Li, ils n'ont pas aussi des visages reconnaissables pour le grand public. Ouais, et puis moi, le dernier qui représentait vraiment cette dernière vague-là, c'était Donnie Yen. Après un peu Wu Jin, mais je veux dire surtout Donnie Yen dans les années 2000. Mais je veux dire maintenant, les gens qui sont capables de porter ça au niveau martial. Parce que Donnie Yen, il tourne dans des films américains aussi, c'est différent. Non, mais oui, il a eu la reconnaissance internationale et tout, mais je veux dire, même si tu restes que recentré sur Hong Kong, il a réussi à transmettre, Donnie Yen, c'est un des derniers qui a réussi à transmettre ce côté, les acteurs physiques qui pratiquent les arts martiaux, d'action, qui ont insufflé les arts martiaux
et un renouveau du cinéma martial à Hong Kong. Là, déjà, de ce point de vue-là, le film, déjà, ne joue pas sur cette catégorie-là vraiment, en fait, si on regarde bien. C'est plus une espèce de transmission entre des acteurs, des bons acteurs, plutôt beaux gosses d'ailleurs, plutôt un peu aseptisés au départ, qui sont devenus des bons acteurs, hein, comme Louis Ko, Hong Kong, encore une fois Richie Ren, qui sont des acteurs que j'aime bien, mais qui sont moins intéressants. Moi, je préfère la génération qui va de Bruce Lee à Donnie Yen. Tous les acteurs après les années 2010, 2010, je suis un peu moins fan. Donc, le fait que ça soit ces mecs-là qui transmettent, du coup, tu perds déjà un petit peu. Tu vois ce que je veux dire déjà. En fait, par exemple, l'acteur qui joue VHS, parce que là, il est un petit peu défiguré de ça. Mais l'acteur de base, c'est un beau gosse ou c'est un acteur un petit peu même pas reconnaissable, tellement générique? L'acteur qui joue VHS, c'est Jermaine Chung, hein, c'est le mec que je parlais tout à l'heure. Ouais, il est plutôt. Mais non, il a pas un physique de beau gosse, il a plutôt un physique de mec. Justement un peu qui a un visage un peu dur, justement un peu plus non, il joue pas sur ceux qui jouent vraiment sur le côté des petits mignons, c'est vraiment les autres, hein. Le côté justement le héros et les deux autres acteurs qui sont un peu jeunes, un peu. Donc moi, voilà, tous ces acteurs là, moi je pense que ils devraient si c'est une nouvelle génération, ce sera la même chose que tous ces acteurs qu'on a connus là, parce que moi au début à Hong Kwok, Louis Ko, Richie Ren, Nicolas Tse, tout ça, c'est des acteurs que j'aimais pas au départ, tu vois. Moi, quand t'as connu des Bruce Lee, des Sammo, des Donnie Yen, des machins, des Chow Yun-fat, des trucs, tu les aimes un peu moins. Et en fait, ils prennent un peu de bouteille au fur et à mesure des années. Donc après, tu commences à les apprécier. Et moi, aujourd'hui, je peux apprécier Louis Ko et les autres parce qu'ils sont beaucoup plus âgés, qu'ils ont pris de la bouteille et tout. Mais au départ, c'est plutôt des acteurs, plutôt pour midinette, tu vois, plutôt des chanteurs, plutôt un peu aseptisés. Mais ça, c'est les années 2000. Les années 2000, le cinéma c'est vachement aseptisé à tous les niveaux, tu vois, pas uniquement à Hong Kong, partout. Donc on est rentré on a moins d'acteurs à l'ancienne. Mais par contre, oui, d'un point de vue peut-être des acteurs qui peuvent porter un certain cinéma aujourd'hui qui a changé avec des visages différents et tout. Oui, je pense que c'est tout à fait louable. Encore faut-il que Hong Kong ait la possibilité de produire des films comme ça pour leur donner du travail, parce que ça c'est pas encore dit que Hong Kong refasse encore des films de ce calibre-là pendant les 10, 15, 20 prochaines années, c'est pas sûr. Le passage de flambeau, il est presque même d'ailleurs plus symbolique qu'autre chose. Peut-être qu'il n'est pas uniquement au niveau que des acteurs, mais au niveau de ce que le film veut nous parler, veut nous transmettre à nous, aux gens, tu vois, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, oui, il y a bon espoir. Moi, j'attends de voir là les suites et voir un peu qu'est-ce qu'ils vont amener au niveau de cette nouvelle génération, au niveau des suites là. Alors, pas au niveau de la préquelle, apparemment, mais au niveau du troisième, j'aimerais bien savoir jusqu'où ça peut aller, ouais. Et voir si ces gens peuvent porter quelque chose, ouais, bien sûr. Au niveau de la violence, alors je ne sais pas si c'est un défaut, le film est ultra vénère au niveau des bastons et tout ça. Et c'est pas forcément l'amateur de gore qui parle, mais je trouve pas si sanglant que ça. Et pourtant, je veux dire, les personnages, ils en prennent quand même plein la gueule. Et je trouve que, je sais pas, je dis pas que je m'attendais à des giclées de sang, mais je parle quand même d'un mec qui avait presque fait des œuvres très dans l'esprit catégorie 3, tu vois, à ses débuts. J'aurais pensé quand même avec un tel sujet, qu'en plus avec des bastons ultra vénères, que le film partirait plutôt dans une violence graphique beaucoup plus prononcée. Et je trouve que c'est pas trop le cas, tu vois. Je sais pas, je trouve que la vue du sang est pas très présente dans le film. Alors moi, à titre personnel, je trouve ça bien. Moi, j'aime pas trop la violence comme ça au cinéma, les films coréens, les films indonésiens, là, des gerbes de sang. Moi, ça me fait pas kiffer. Et puis, je suis pas très fan de films d'horreur non plus. Donc, moi, ça me va très bien pour moi, personnellement. Je trouve que c'est bien. Parce que je trouve que justement, l'époque précédente, a trop montré des gerbes de sang, des machins. Je trouve c'est bien de revenir un peu à quelque chose de... Moi, j'aimerais presque que le cinéma martial revienne même presque un peu comédie. Tu vois, kung fu comédie d'action, un peu les années 80. J'aimerais bien qu'on revienne un peu à ça, même personnellement. Mais je pense que c'est aussi lié à la vente du film pour que ça puisse se vendre en Chine. Je pense qu'il faut pas non plus montrer trop de gerbes de sang dans tous les sens. C'est pas trop. Je pense que ça passe pas les codes de la censure de plein de trucs. Et puis je pense que les gens apprécient pas forcément le spectacle un peu. Faut un peu du spectacle pour tout le monde. C'est un peu global, quoi, le cinéma chinois. Donc ça doit probablement venir de ça. Après, il y a quand même un côté, ça reste une adaptation de nouvelles, mais surtout de manga, quoi. Il y a le côté bande dessinée aussi. Donc le fait qu'il y ait des gerbes de sang, ça apporte peut-être un truc un peu plus réaliste, un peu plus dur, un peu plus voilà. Et moi, j'aurais bien aimé d'ailleurs, à titre personnel, que le film parte plus dans le côté comic book.
J'aurais aimé un peu plus de comic book, de côté plus fantastique, plus mythologique, des personnages qui volent un peu dans tous les sens. J'aurais préféré presque ça. On l'a un petit peu lors du combat final, parce que je trouve Oui, que oui. le mix, le film mixe beaucoup, et comme il avait travaillé avec Donnie Yen dans un combat pur, un petit peu à la Hitman, et lors du final, t'as l'impression d'être un petit peu dans Tigre et Dragon, avec des gens qui se mettent à voler, des personnages qui ont un petit peu des capacités spéciales, voilà. Voilà alors que le film on partait pas qu'il allait partir dans une dimension fantastique, et il y a un personnage en particulier, sans trop en dévoiler, qui se permet de partir sur cet aspect-là. On a aussi on a un petit peu un mix des genres, outre le Wuxapian moderne presque, mais de partir un petit peu dans une autre dimension. Toi, ça t'a fait qualifier. Alors, en fait, le truc, c'est que déjà le truc de base, donc le roman, j'ai plus le nom, on va dire le manga, pardon, désolé pour les gens qui vont déjà m'insulter pour ça, mais est-ce que l'œuvre de base, déjà, tu l'avais un petit peu lu pour que tu aies un petit peu les connaissances de ce que va être un petit peu le film au niveau de l'histoire? Non, alors en fait, c'est un manhwa, c'est le terme, c'est Ah, un droit. manhwa. Mais non, j'ai pas lu. Mais en fait, enfin, j'en ai à la maison, j'en ai acheté en Hong, mais c'est en chinois, donc je peux pas les lire. Mais en fait, moi, la littérature et la bande dessinée chinoise ou de Hong Kong je connais vraiment pas. C'est pas du tout quelque chose que je connais. Donc là-dessus, non, je sais pas si En ça plus, respecte. l'insulte manga, c'est japonais, mon Dieu. Ouais, non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Non, mais en tout cas, un comic book, une bande dessinée chinoise. Alors, de ce que je vois au niveau des visuels, souvent, j'en ai feuilleté quelques-uns, parce que j'en ai à la baraque, hein, mais faudrait que je les retrouve. C'est souvent des personnages, justement, un peu comme les mangas, très musculeux, très en débardeur, comme ça. Il y a un film un peu comme ça qui a été adapté d'un manhwa qui s'appelle Dragon Tiger Gate aussi, qui a été fait par Wilson Yip avec Donnie Yen, pareil, un peu dans le même état d'esprit, musique de Kenji Kawai et tout, machin. Et il y a un petit peu ça dans Dragon Tiger Gate. Je trouve qu'il est presque un peu mieux respecté à ce niveau-là. Mais là, en fait le truc de City of Darkness, c'est qu'il fallait trouver le mélange subtil entre tous ces éléments, le côté drame social avec des personnages et tout, et en même temps le côté comic book, kung fu, etc. Donc c'est très difficile à trouver je pense cet équilibre, il a été dur à trouver. D'accord. On est à peu près à 1h15 de film. Je pense qu'on est allé à peu près à l'essentiel. Est-ce que tu avais encore quelque chose à rajouter un petit peu pour peut-être si tu avais quelques petites anecdotes et pour les gens qui veulent un petit peu découvrir City of Darkness, voilà, ils avaient encore des doutes, si tu avais encore quelque chose à rajouter pour leur dire allez le voir parce qu'il y a telle et telle chose, même pour les gens qui ne sont pas forcément habitués à ce type de cinéma, en particulier le cinéma de baston hongkongais. Bah, disons que c'est un film qui peut plaire à beaucoup de gens, comme j'ai dit, qui a beaucoup de niveaux de lecture et d'épaisseur. Ça peut plaire déjà aux purs fans de cinéma, tout simplement, qui aiment la belle mise en scène, qui aiment une histoire très classique. Hein. Si vous connaissez un peu le cinéma asiatique, ils sont très, très connectés au monde de la tradition, donc le code d'honneur, la fraternité, la transmission, la famille, voilà. Donc ça, c'est des valeurs très traditionnelles, très chevaleresques. Il y a tout ça, et en même temps, quelque chose de plutôt social, plutôt d'entraide, de solidarité, de partage. Donc en fait, il y a vraiment le côté immigration. Oui, le côté en fait, il y a vraiment le côté droite et gauche, on peut dire un peu. Hein. Il y a le côté tradition puis le côté social. Il y a vraiment de tout. Moi, c'est ce que j'aime aussi, hein, parce que moi, je me considère un peu comme ça. Hein. Donc, je pense que ça peut plaire à différents publics et ça peut réunir pas mal de gens déjà de ce point de vue-là, dans ce que ça raconte. Hein. C'est un film très traditionnel et en même temps très social. C'est rare, c'est très rare. Et ça, c'est un truc. C'est assez ça, c'est vraiment le truc le plus réussi, je trouve, en fait, finalement, avec le recul. C'est vraiment cette espèce de réunion entre deux aspects qui paraissent irréconciliables mais qui en fait pour moi le sont. Et outre ça, vous allez passer c'est un superbe spectacle, puisque vous allez avoir si vous aimez les films d'arts martiaux, de kung-fu, qui compilent un peu 50 ans de cinéma de Hong Kong, allez-y, parce que ça compile absolument tout. Vous avez déjà vu ces scènes, mais là on vous les refait un peu à l'image d'un Tarantino qui compile un peu plein de trucs. Là, dans le cinéma, plutôt, Tarantino, ça va être le dialogue. Là, ça va plutôt être la baston. Donc, vous allez voir plein de choses que vous avez déjà vues, mais qui vont être magnifiquement compilées pour donner quelque chose de singulier. Donc, ça, pareil, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et le film vous amènera dans des endroits que vous n'attendez pas forcément. Vous attendez forcément un gros film de baston. Il n'y a que ça. Il y a ça. Et en même temps, il y a aussi humain. Voilà, c'est assez...
Alors, le film n'est pas parfait, ça ne vaut pas un Limbo, hein, c'est le Limbo, je fais vraiment rien d'autre. Juste remettre, te rapprocher de ton micro, on t'entend pas très bien. Excusez-moi. Ah, là, c'est bon. Je disais, donc, c'est pas aussi bien que Limbo. Moi, je trouve Limbo beaucoup plus, bien plus profond au niveau de ce qu'il raconte, et au niveau des thématiques, et au niveau de la mise en scène et tout ça. Mais de réussir à mélanger autant d'ingrédients, tu sais, c'est comme en cuisine, tu sais, le cinéma, c'est de la cuisine. Mais mélanger autant d'ingrédients, comme c'était souvent le cas à Hong Kong, où à l'époque, ça avait l'air d'être, des fois, c'était magnifique, mais c'était un peu branle-ballant, tu vois, c'était un peu, voilà, il y avait. Là, c'est réussir à faire un plat aussi harmonieux en mélangeant des ingrédients aussi différents, c'est quand même assez rare, quoi. Et donc, je pense aussi que le film a du succès par rapport à ça un peu partout, à Hong Kong, en Chine, en Asie, chez nous, parce qu'il y a tous ces éléments, tous ces ingrédients qui sont réunis et qui donnent une bonne soupe, quoi. Vous allez vraiment, vraiment bien aimer. Et soupe, pas dans le sens de la soupe, non, une bonne soupe bien consistante avec plein de choses dedans et très harmonieuse et tout. Alors, il y a des petits moments de défaut, parce que par moments, il y a des longueurs, parce que le film est tellement généreux qu'il y a des trucs, vous allez vous dire, mais ça, cette scène-là, je l'ai déjà vue avant. Il y a un petit peu ça, c'est vrai, ça, si je voulais être 100% honnête, parce que le film dure quand même 2 heures. Il aurait peut-être dû durer 1h50, 1h45, peut-être ça aurait été parfait, je pense. Mais moi, j'en aurais voulu encore plus, parce que j'aurais même voulu encore plus de mythologie, de baston, de personnages et tout. Mais globalement, franchement, voilà, c'est un film qui réunit plein d'ingrédients dans un seul truc et qui les réussit très bien. Donc vraiment, courez les voir. La musique de Kenji Kawai, donc le Seven Sword, de Ip Man, est magnifique. Hein, comme souvent, Détective D et compagnie, hein, c'est le grand compositeur japonais qui fait les films de Hong Kong ces dernières années là. C'est génial. Non, franchement, moi j'en suis à ma 3e vision au cinéma. Je l'ai vu 2 fois en streaming parce qu'il est disponible sur les réseaux sociaux chinois, enfin dans les plateformes de streaming chinoises. Donc je l'ai déjà vu. Une fois avec ma femme, une fois tout seul, 3 fois au cinéma, et je vais essayer d'aller le revoir avant de partir à la campagne, mais c'est pas sûr. Mais je pense pas que j'aurai le temps. Mais en tout cas, je l'ai au moins vu 3 fois. Pour moi, c'est le film de l'année, et je suis très heureux qu'il soit sorti chez nous. Et quand ça sortira en vidéo, j'espère même en reparler sur les réseaux, sur YouTube et tout, parce que ça va être un événement. C'est Metropolitan qui va le sortir, et Metropolitan, c'est à travers HK Vidéo, ça a été les grands représentants de ce cinéma, donc c'est totalement logique qu'ils sortent ce film. Donc c'est un événement, c'est très rare, c'est peut-être un des derniers qu'on verra, donc peut-être. Justement, tu avais déjà un petit peu répondu à ça, mais est-ce que malheureusement, en fait, tout dépendra un petit peu de comment justement la production hongkongaise va se développer, mais est-ce que peut-être City of Darkness pourrait peut-être symboliser la fin d'une époque et la fin un petit peu d'une certaine fabrication d'un certain cinéma qui nous faisait rêver? Mais je pense qu'il symbolise déjà la fin d'une époque, puisque si vous voyez un peu la fin, si vous voyez un peu cette espèce de feu d'artifice un peu final qui mélange plein d'ingrédients, je ne pense pas qu'on... Parce que c'est un cinéma qui est sur le déclin. Et en tout cas, au niveau de l'âge d'or, on est largement en déclin depuis 25 ans. L'âge d'or s'est terminé dans les années 2000. Elle a perduré dans les années 2000. Et là, dans les années 2010, clairement, c'est la Chine qui a repris le dessus par rapport aux films, par rapport même aux envies d'aller tourner à l'étranger au goût du public et tout. Donc forcément, avant les années 50, hein, le cinéma de Hong Kong existait, mais il était beaucoup plus localisé, il y avait beaucoup moins de films, des films avec des ampleurs vraiment moindres, qui parlaient plutôt aux gens localement et tout. Donc peut-être que ça va redevenir ça, c'est en tout cas en train de prendre cette direction, puisque apparemment le public chinois se désintéresse finalement des gros films à la saveur hongkongaise, ça a l'air d'être le cas. Les films, le public hongkongais va voir un petit peu ces films un peu dramatiques, un petit peu d'auteurs, un petit peu sociaux, mais ça remporte pas non plus des succès incroyables parce que c'est des petits films. Donc ça va redevenir un cinéma beaucoup plus localisé, et c'est comment expliquer? C'est la logique des choses, c'est la marche de l'histoire, c'est totalement logique. Voilà. Mais en tout cas, peut-être qu'on peut assister. Alors ça, c'est voilà, peut-être qu'on peut assister à, en tout cas dans les années 2020, à la dernière grande saga. Peut-être qu'on va être Twilight of the Warrior, donc les crépuscules des guerriers. Donc, je rappelle, il y aura 2 autres épisodes si tout va bien. Mais apparemment, vu que ça a plutôt marché en Chine, je pense que ça devrait se faire. Et on verra pour les années 2030-2040 si cette génération, je parle de ceux qui jouent dans le film, que ce soit mes potes, le German que je connais un peu de loin, les gens un peu nouveaux qui arrivent, ou s'ils arriveront à faire quelque chose dans les décennies d'après,
bah ça, l'histoire nous le dira. Et j'espère y participer parce que j'espère retourner là-bas avec eux et essayer de faire des trucs avec eux. Donc, ce serait génial. Donc, en tout cas, voilà, il y a plein de gens qui font vivre la flamme. Mais l'époque est complexe, l'histoire est ce qu'elle est. Du coup, bah, on essaiera. Enfin, les gens essaieront en tout cas. Mais voilà, en tout cas, il y a espoir et on verra ce que nous donnera on verra ce que ça sera par la suite. On croise les doigts pour ça. Et donc, bah, je pense que c'est avec ceci que je te remercie, Max. C'est avec ceci qu'on va conclure. Donc, je rappelle City of Darkness, donc réalisé par Seo Chung, en salle depuis le 14 août. Donc, si clairement vous avez un cinéma qui le diffuse près de chez vous, n'hésitez pas une seule seconde. Il faut le voir, il faut le vraiment soutenir. Et puis, c'est tellement rare de voir du bon cinéma d'action hongkongais chez nous. Clairement, des fois, c'est 1, voire 2, 3 films par an. Et encore, c'est tellement en sortie limitée. C'est pas forcément les gros cinémas qui le diffusent. Donc, clairement, si vous avez la chance de le voir, n'hésitez pas. Il faut soutenir. Que ça fasse des entrées et que peut-être ça motive justement les distributeurs à en ressortir plus comme à une certaine époque. Et juste un petit truc, ne soyez pas rebutés par le fait que ça soit du cinéma asiatique. Le cinéma de baston asiatique, c'est la base des bases. C'est-à-dire que sans le cinéma de baston asiatique, vous n'auriez pas tout ce que vous avez aujourd'hui, hein, les John Wick. Voilà. Je vous le dis, ça met une pile monumentale à John Wick. Mais après, vous allez peut-être être moins, effectivement, vous sentir concerné par les personnages. C'est des personnages asiatiques, c'est un contexte asiatique, donc je peux comprendre. Mais en termes de baston, en termes de spectacle, en termes de mise en scène et tout, franchement, n'ayez pas peur parce que c'est du cinéma asiatique. De toute façon, le film a l'air de plutôt bien marcher parce que moi, à chaque fois que je vais dans les salles, il est un petit peu mis au rebut des dernières salles et tout. Mais franchement, il y a du monde dans les salles à chaque fois. Donc voilà, je pense que le film va quand même fonctionner quand même. En tout cas, on croise les doigts pour merci voir pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toi, Max. Alors, on va conclure comme je fais un petit peu le truc habituel. Alors, je sais que là, tu vas partir, mais du coup, est-ce que, je ne sais pas si à l'heure où on tourne cet entretien ciné fin de semaine ou la semaine prochaine, est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver sur ta chaîne ou clairement c'est en stand-by pendant quelques semaines? Non, bah là c'est carrément en stand-by pendant un mois parce que je pars en vendange, je pars à la campagne pendant à peu près 5 semaines, donc là j'aurai pas d'ordinateur, pas de monde. Non, là je me mets vraiment à la campagne à 100%. Après moi il y a de moins en moins de choses qui vont arriver sur ma chaîne parce que je commence à ralentir un petit peu. Cela dit, je pense qu'il y aura quand même une grosse émission sur, bah c'est même sûr, sur Corey Yuen, le réalisateur Corey Yuen qui nous a quitté qui nous a quitté il y a un moment, mais dont on a appris la mort il y a peu de temps. Et donc on lui rendra hommage. Mais là, ça sera plutôt autour d'octobre, quoi. Voilà, ça sera bien plus tard. Ça sera pas en septembre. En septembre, non, il y aura rien du tout. Là, j'ai trouvé un petit créneau justement parce que tu m'as appelé pour en parler. J'étais très heureux parce que je me disais, mais j'avais pas forcément le temps de trouver un créneau, donc j'ai trouvé un petit créneau, c'est super. 1h30 et tout, c'est nickel. Non, mais je te remercie à toi parce que je suis content qu'on en parle, que j'en parle un petit peu sur d'autres chaînes parce que je vois que personne n'en a beaucoup parlé, à part des critiques un peu un peu fast cam, un peu rapide. Il n'y a pas eu de. Là, je suis content, on en a bien parlé, le fait de. Voilà. T'en as parlé sur une autre chaîne. T'en as parlé sur une autre chaîne, non? Moi, j'en ai parlé sur ma chaîne à moi, j'en ai parlé évidemment au Raging Fire avant que le film sorte pour donner un peu envie aux gens. Mais là, j'ai vraiment un petit peu, voilà, je suis un petit peu parti plus profondément dans le film et je te remercie parce que de m'avoir donné l'opportunité parce que j'avais vraiment envie de le faire et je pensais pas avoir le temps donc je suis heureux, très heureux. Merci beaucoup. Super. Alors du coup, le fait, alors c'est très bien qu'il parte de vacances, mais du coup, pour les gens qui s'attendaient à ce que septembre on fasse la saga Polystory, ça sera décalé. Voilà, on trouvera un autre créneau. Il y a pas de souci. Je pense que ça sera après. Comme j'ai dit, en plus en septembre, moi je le fais. Octobre, c'est le mois spécial horreur parce que octobre Halloween, donc ça sera un petit peu plus tard. Mais vous inquiétez pas, c'est toujours prévu. Moi, on va rester un petit peu dans les trucs un petit peu terrifiants et dans l'actualité après la saga X-Men récemment. On va se taper la franchise Alien. Comme vous le savez, Alien Romulus est actuellement en salle. Je pense que en fait, cette vidéo sortira après la première partie, donc qui sera vendredi. Et au niveau des vidéos, je pense que je vais commencer un petit peu à travailler sur le prochain Mister Cult ou peut-être je vais parler d'un film fantastique français, je sais pas encore, et une vidéo spécial acteur sur une grosse teigne qui, avant d'être acteur, a été footballeur. J'en dévoile pas plus, mais ça peut être très intéressant. Voilà, c'est à peu près ce qui devrait arriver prochainement. Merci Max pour cet entretien ciné sur City of Darkness réalisé par Seo Chung.
encore une fois, allez le voir en salle, ça vaut vraiment le coup. Et puis d'ici là, je te souhaite de bonnes vendanges pendant tout le mois de septembre. Et puis j'espère qu'on va se revoir très rapidement. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.